Alors, je vais vraiment être extrêmement bref. Vous savez que la science, la recherche et la diffusion de la culture scientifique ne sont pas des compétences au sens juridique du terme de la région Haute-Normandie. Et pourtant, la région Haute-Normandie fait beaucoup dans ce domaine. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais il faut savoir quand même qu'en 10 ans, pour la recherche, la région a dépensé quand même la bagatelle de 143 millions d'euros, ce qui fait quand même une sacrée somme, pour les conditions de vie étudiantes, pour les thèses des doctorants, pour les bibliothèques, les bâtiments, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, pour promouvoir la culture scientifique avec Science Action ici. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier Jean-Louis. Jean-Louis, où est-ce qu'il est, Jean-Louis? Je ne le vois pas. Jean-Louis Niel, le directeur de Science Action, qui est vraiment la cheville ouvrière et la personne qui s'occupe de toutes les activités de Science Action, qui connaissent, je dois le dire, moi j'ai assisté en tant que spectateur comme vous à certaines de ces conférences, qui connaissent un succès vraiment remarquable et qui ne se dément pas au fur et à mesure des années, puisque l'année dernière, en moyenne, je crois qu'on a eu 300 à peu près, en moyenne, personnes par conférence, cet ordre-là, Catherine, et plus les internautes, effectivement, et on espère que cette année, ça sera aussi bien, sinon mieux. Et vraiment, moi, je trouve que c'est, même si ça ne relève pas de la compétence au sens juridique du terme des régions, je trouve que c'est important dans une société qui est quand même une société d'abord de l'argent, qu'on ait des institutions publiques qui défendent une certaine idée de la société de la connaissance, de la culture, de la générosité. Alors, je vais vraiment être très court et je voudrais simplement vous citer 2 citations qui... Moi, je suis scientifique de formation, je suis biologiste, donc je suis plutôt content d'être là aussi par affinité personnelle. Mais je voudrais juste vous citer 2 personnes qui ont marqué tout simplement mon éducation et ma jeunesse, et à propos notamment de cette question de la science et de la place de la science dans la société. Il y a une personne qui a dit un jour « Nos progrès en tant que nation dépendront de nos progrès en matière d'éducation. Et l'esprit humain est notre ressource fondamentale. » C'était John Fitzgerald Kennedy en 1962. Et puis, plus récemment, un penseur français que je vous invite à lire, qui s'appelle Bruno Latour, qui est un épistémologue, historien des sciences, et un sociologue également. L'ancienne idée de progrès, celle que nous avons quittée récemment, permettait de ne plus faire attention, à libérer de toute prudence et de toute précaution. Et la nouvelle idée de progrès apparaît plutôt comme ce qui oblige à la prudence, au choix sélectif, au débat démocratique, à un triage minutieux des possibles. Et je pense que c'est une excellente introduction à la question des nanotechnologies dont va nous parler notre invité aujourd'hui. C'est la question du progrès. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, les nouvelles dimensions techniques que nous propose, nous promet la science, on a les nanotechnologies ce soir, mais on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples, on a de nouvelles questions scientifiques, mais pas uniquement, économiques, sociétales, éthiques, qui se posent et qui montrent qu'aujourd'hui, on a vraiment un débat scientifique qui est au cœur du débat citoyen. Et ce genre d'assemblée, ce genre de conférence est une manière de concrétiser et de montrer que ce débat, non seulement il est vivant, mais il intéresse les citoyens. Et donc je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à ce type de conférence. Alors ce soir, nous accueillons Jean-Michel Cornu, qui est consultant international et directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui va donc nous parler des nanosciences et nanotechnologies entre monde classique et monde quantique, la conquête d'un nouveau monde. Donc c'est vraiment tout un programme, je ne sais pas si on aura le temps en 2 heures de tout voir. Si je comprends bien, on aura à peu près 1 heure, c'est ça, de présentation, puis ensuite place au débat, avec une contrainte très stricte, m'a-t-on dit, qui est 22h30. Il faudra quitter les lieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà, eh bien, je crois qu'on a tout dit. Je vais passer la parole à Jean-Michel Cornu. Je voudrais simplement le remercier de nous avoir rejoints depuis sa Bourgogne, je crois, où il est basé. Et puis, simplement vous faire part une petite réflexion. Un dicton français dit que tout ce qui est petit est gentil, espérons-le, avec les nanotechnologies. Je ne pense pas que tous les virologues soient de cet avis, mais vous allez nous éclairer justement sur ces possibilités inimaginables il y a encore 10-15 ans, et puis éventuellement aussi faire le point sur les dangers. Jean-Michel Cornu, merci, la parole est à vous. Merci beaucoup.
Bonjour. Alors effectivement, le dernier mot à la mode, c'est le mot nano. Et alors c'est très intéressant parce qu'on en parle de plus en plus. Vous avez maintenant des émissions de télévision, des tas de choses. Bientôt, c'est un mot qui va devenir aussi connu que le mot OGM. Et il se trouve que déjà, dans ce mot-là, eh bien, vous avez des gens qui parlent de nano en disant, regardez, c'est des promesses absolument extraordinaires pour l'avenir. La fin des problèmes d'eau, des tas de choses comme ça, de médecine, des promesses fantastiques. Et d'autres qui disent, regardez, c'est la fin du monde, on va avoir des tas de problèmes, il y a des tas de questions d'éthique qui se posent. Et le problème, c'est que effectivement, les deux ont un peu raison. Et par contre, là, ils ont des fois un peu moins raison, c'est que certains d'entre eux nous disent, vous savez, en plus, c'est quand même un sujet assez compliqué. Alors, laissez-nous penser pour vous, et puis on va essayer de traiter, c'est ça. Alors moi, je vous propose ce soir de faire une expérience, c'est d'essayer de voir si effectivement, maintenant, on peut essayer de comprendre très simplement ce que ça veut dire, aussi bien les promesses merveilleuses que les risques qui peuvent nous faire frémir de cette nouvelle technologie. Nouvelle technologie, on en a déjà eu une il n'y a pas si longtemps que ça s'appelait l'informatique, l'Internet. On a vu que ça a changé des tas de choses dans le monde, ça a fait apporter des tas de choses positives, ça a apporté des choses aussi des fois pas toujours très positives. Eh bien là, on va avoir des choses qui vont peut-être pas être simplement derrière l'écran, mais qui vont s'incarner dans des objets, s'incarner même dans nos propres corps. Alors pour comprendre tout ça, eh bien, on va faire un petit voyage. Je vous propose pour ça, eh bien, de voyager dans un monde qu'on pourrait dire pratiquement un monde de merveilles, et sachant que dans tous les mondes des pays des merveilles, eh bien, il y a des monstres, et puis il y a des choses merveilleuses. Et donc c'est ce qu'on va voir. Alors pour ça, eh bien, nous on est en haut du trou, parce que tous les mondes des pays des merveilles commencent toujours par un trou où un lapin passe, et nous on va y passer aussi. Et si vous buvez avec moi le bon élixir, eh bien, nous allons réduire pour aller découvrir les choses. Alors, d'abord, en dehors du trou, eh bien, nous sommes à peu près à la taille du mètre. Le mètre, c'est à peu près, l'homme, c'est ça en ordre de grandeur. Nous faisons entre 1m60, 70, 80, 2 mètres, un peu plus pour certains, un peu moins pour d'autres. Et nous regardons autour de nous. Alors, en se penchant un petit peu sur ce trou, eh bien, on peut commencer à regarder les choses qui sont un petit peu petites, mais qu'on arrive à voir à l'œil nu. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On peut voir des fourmis, par exemple. Alors, celles-ci, elles font 3-4 mm. Alors, j'en ai vu quelques-unes qui étaient un peu plus grosses. Hein. Les tailles, évidemment, peuvent varier, mais l'ordre de grandeur, eh bien, on est quand même 1000 fois plus petit. Alors, il se passe des choses. D'ailleurs, regardez, imaginez une fourmi, vous la lâchez quand même à cette taille-là, et puis elle va tomber. Par rapport à sa hauteur, c'est quand même une taille de plusieurs étages de building de fourmis, si vous me passez l'expression. Eh bien, malgré tout, elle ne se fait pas si mal que ça. Moins que nous à notre taille. Donc déjà, il se passe des choses un petit peu bizarres, mais je dirais le monde des fourmis est quand même assez proche du monde des hommes. Alors, regardons un petit peu plus loin. Et puis, là, on va arriver au nom, non pas du millième de mètre, le millimètre, mais le millionième de mètre. Alors là, c'est la taille du cheveu. Le cheveu, c'est 8 micromètres. Alors, vous avez des fois des cheveux qui sont un peu plus épais, 80 micromètres, 80 millionièmes de mètre. Si vous coupez les cheveux en 4, vous pouvez avoir toujours des aspects du genre de quelques micromètres. Et puis, ici, j'ai représenté aussi des globules rouges, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre sang, ce que nous avons tous. Et là, eh bien, on est dans une taille entre 2 et 8 micromètres. Alors ça, c'est bien parce que pour arriver à faire ça, eh bien, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un petit peu du mal avec mon œil nu, donc je vais regarder à l'intérieur de ma cavité, de mon trou, avec un microscope. Donc je vais commencer à utiliser un outil pour essayer de mieux voir là où mes yeux ne voient plus très bien. Et puis, finalement, on arrive comme ça à descendre à peu près. Regardez, ça commence à devenir un peu flou au micromètre. Et puis un petit peu en dessous. Et puis après, on ne sait plus très bien. On ne sait plus très bien. Et pourtant, on a tous appris à l'école, et vous savez tous, que la matière est constituée d'atomes, de particules. Et donc, on retrouve ça, mais un peu plus bas. Un petit peu plus bas, plutôt au 10 milliardième de mètre. On a une sorte de trou entre le millionième de mètre et le 10 milliardième de mètre. Où là, eh bien, nous avons des outils. Alors, des outils, c'est quoi? Eh bien, c'est un accélérateur de particules qui nous sert de microscope. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre ce que l'on sait faire, finalement, on arrive à usiner des choses de plus en plus petites. On verra d'ailleurs qu'on fait des choses au micron très facilement maintenant. Nos ancêtres faisaient ça au millimètre ou au centimètre. Nous faisons ça au millionième de mètre, au micron. Et puis, on n'est pas encore arrivé tout à fait à l'atome. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que cette partie-là, on n'est pas en train de la conquérir? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des choses intéressantes? Alors, comment la voir? Comment la regarder? Eh bien, pour ça, on va avoir des microscopes électroniques
Donc on va utiliser autre chose. La lumière n'étant plus suffisante, et on verra pourquoi tout à l'heure d'ailleurs, eh bien je suis obligé de remplacer la lumière par des électrons, ou même des termes barbares du genre un microscope à effet tunnel, donc des choses un peu étonnantes, pour essayer de voir plus bas. Alors ça serait intéressant de comprendre effectivement qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Pour ça, je vous propose une petite plongée dans la matière. On va prendre un petit film. Hop. Voilà. Et on va se regarder simplement quelque chose que vous connaissez bien. C'est un vélo avec sa selle. Et puis nous allons regarder cette tige d'aluminium. Mais replongeons un peu dans la matière et essayons de regarder un peu ce qui se passe. Alors on va se rapprocher. Et on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qui se passe aux différents niveaux. Alors, évidemment, au départ, on voit quelque chose d'assez lisse. La matière est unifiée. Est-ce que c'est simplement les atomes qui sont bien organisés? Eh bien, rentrons un peu plus précisément dedans. Et on voit que cette surface, malgré tout, eh bien, elle va commencer à avoir des choses un petit peu étonnantes. Alors, plongeons dedans. Là, on est x8, x9 ou x10. On continue de plonger. Et on arrive et on commence à voir apparaître des petites aspérités un petit peu étonnantes, des petits trous. C'est des bulles de gaz en fait qui sont formées tout simplement lorsqu'on a fabriqué l'aluminium. Mais ça veut dire que ceci nous révèle quelque chose de très intéressant, c'est que la surface nous paraît très lisse, mais l'aluminium derrière, eh bien, on va voir qu'il n'est pas aussi bien rempli qu'on l'imagine. En fait, si je commence à creuser dedans, là nous sommes à un grossissement de plus de 300 fois, eh bien, regardez dedans, ça a l'air un petit peu vide. Et on commence à avoir des agrégats. Alors nous sommes plutôt là dans les tailles qui commencent à être moins que le millimètre. On commence à se rapprocher du micron, ou de quelques microns, quelques dizaines de microns. Et vous commencez à voir que finalement notre aluminium, il est formé, et là ça devient très intéressant, de sortes de boules d'agrégats. Donc finalement, l'aluminium, c'est pas simplement des atomes bien ordonnés. Non, non, c'est des petites boules comme ça, mais qui sont d'une taille à peu près, on va dire, micrométrique. Creusons dedans, il n'y a pas que de l'aluminium, d'ailleurs on voit des petites taches noires, c'est un petit peu de manganèse ou des choses comme ça, parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez avoir à peu près la fragilité de votre feuille d'aluminium, et donc ça va pas être très très bien pour faire un vélo. Mais on continue, on creuse, et là on commence à voir que la surface de ces petites boules-là, et là on commence à arriver à une taille nanométrique, donc en dessous encore, eh bien il y a des petites aspérités, il y a des choses comme ça, mais ça paraît assez lisse finalement. Alors continuons encore, essayons d'aller le plus loin possible. On continue de creuser, on continue. Et là, on va commencer à essayer de voir que derrière ces formes un peu blanches, noires, où on voit donc des parties qui comprennent des matériaux un peu différents, eh bien, vous allez voir apparaître des choses assez rectilignes. C'est-à-dire que nous allons nous rapprocher, là nous en sommes déjà à 1 million de fois de grossissement, eh bien, regardez bien apparaître quelque chose, c'est des petits traits assez réguliers qui apparaissent maintenant. Et là, nous en sommes, ce que nous voyons, c'est en fait les atomes. C'est-à-dire, cette fois, qui eux sont bien ordonnés, de façon cristalline, comme on dit, et effectivement, mais ces atomes, alors, une particularité, je ne vous montrerai pas les particules qu'il y a dedans, parce qu'avec nos microscopes classiques, si on ne les casse pas de façon assez complexe avec des grands accélérateurs, eh bien, on n'arrive pas à rentrer dedans. Donc, on voit, je dirais, au microscope électronique ou au microscope à effet tunnel, eh bien, des choses de ce type-là. Et puis après, eh ben, on ne voit plus grand-chose. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est de... On va retirer ça, voilà. C'est de se dire... Regardons un petit peu 4 choses, 4 étapes. Ici, nous avons notre selle. Alors ça, c'est ce que l'on voit à la taille, on voit les détails aux tailles du mètre, à la taille du millième de mètre, le millimètre. Et puis, si je regarde à la taille micro, eh bien, j'ai des petites boules, j'ai des choses qui sont très bizarres, c'est-à-dire des agrégats de taille microscopique. Et puis, quand je regarde à la taille nano, finalement, eh bien, je vois des petites aspérités, mais je vois pas grand-chose. Et puis, si je regarde encore plus loin, eh bien, je vais commencer à avoir des alignements très différents. Ma matière à différents niveaux de regard, eh bien, va être extrêmement différente l'une de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, qu'est-ce qui se passerait si mes petites boules, mes petits agrégats, au lieu d'être de taille microscopique, ils soient de taille nanoscopique. C'est-à-dire, non plus du millionième de mètre, mais ça fasse des petites boules, des petits agrégats plus petits. Eh bien, il se trouve que votre tube d'aluminium serait, dans ce cas-là, plus solide. Donc, ça veut dire qu'un morceau de métal, par exemple, tout simple,
structuré différemment, c'est-à-dire dans lequel les petits agrégats n'ont pas la même taille, ou de taille différente, eh bien, vont créer des choses différentes. Pour ça, eh bien, regardons un petit peu. Nous avons donc un monde qui apparaît ici. Alors, si vous prenez du cuivre, par exemple, eh bien, le cuivre, lorsque les petits agrégats sont de taille microscopique, il est avec la rigidité que vous connaissez. Si jamais vous mettez des tailles plus petites, simplement parce qu'en chimie, vous allez le fabriquer différemment, eh bien, il va être beaucoup plus résistant. Prenez de l'or. Prenez de l'or et vous allez voir que l'or, eh bien, c'est quoi? L'or, c'est en fait un conducteur. Et si jamais les agrégats sont plus de la même taille, il va être isolant. C'est carrément l'inverse. Donc, première chose, premier constat, sur quelque chose d'assez simple, des matériaux tout à fait classiques, eh bien, simplement la façon dont ça se passe va nous donner des caractéristiques différentes. Alors, on va essayer de regarder ce que ça donne. Et pour ça, eh bien, regardons où est-ce qu'on trouve des nanos. Alors pour ça, eh bien, on pourrait se dire, tiens, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'on en parle à la télé depuis pas tellement longtemps. Donc, regardons quelque chose de tout à fait nouveau. Les Romains. Ceci est une coupe. Alors, ça s'appelle la coupe de Lycurgus. C'est, enfin, 4e siècle après Jésus-Christ. Et elle a une particularité, cette coupe, c'est que si vous l'éclairez par l'extérieur, elle apparaît verte, comme à gauche. Et si vous mettez la lumière à l'intérieur, elle apparaît rouge. Très étonnant. Il se trouve que maintenant, on sait pourquoi. C'est parce que, en fait, dans les matériaux qu'il y a aussi des nanoparticules d'or qui lui donnent une caractéristique très très intéressante, très particulière. Alors je vous rassure tout de suite, l'industrie nano des Romains n'était pas aussi développée que ça. Ils ont eu un gros coup de bol sur l'histoire quand même, parce que c'est tombé comme ça, et du coup ils étaient très fiers. Et ils sont tellement fiers que encore aujourd'hui, eh bien, on l'expose au British Museum. Donc vous pouvez effectivement la voir, avec des particules qui, elles, font 40 milliardièmes de mètre. Donc ça veut dire que, si je résume déjà ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, lorsque l'on fait des choses non plus à la taille micro mais à la taille nano, eh bien il va y avoir des différences de solidité, de conductibilité, mais il va se passer des trucs bizarres avec la lumière. Et on verra tout à l'heure à quel point c'est extrêmement étonnant. Alors on pourrait se dire, bon d'accord, mais ça c'est bien, c'est un peu vieux. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on va les trouver? Allons faire un tour dans les laboratoires pour essayer de trouver les nanos. Eh bien, si vous voulez en voir beaucoup, je vous conseille d'aller là, au magasin. Dans votre supermarché, vous allez trouver énormément de choses. Alors, petit exemple déjà pour les plus anciens d'entre vous, rappelez-vous, il y a 20-25 ans, lorsque vous alliez sur la plage, vous vous mettiez une crème solaire, avec une particularité d'ailleurs, c'est que ça vous protégeait du soleil, ça c'est quand même fait pour, et en plus vous étiez tout blanc. C'est pas terrible, pas très esthétique, mais voilà. Et puis vous l'avez peut-être oublié, parce que ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années, que c'est plus tout à fait le cas, et que maintenant votre crème elle est transparente. Pourquoi ? Eh bien, parce que le dioxyde de titane que l'on met dedans, c'est des nanoparticules. Et il a une particularité, c'est qu'il arrête les ultraviolets, donc ce qui nous gêne du soleil, et il laisse passer effectivement toute la capacité de... le reste, il est transparent à la lumière normale. Alors c'est très bien. Ça veut dire que je suis heureux de vous dire que vous mettez des nanos sur votre figure, et un peu partout, depuis 20 ans. J'espère que vous êtes toujours vivant. Mais ça veut dire aussi qu'on va trouver plein de choses. Alors regardons un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Alors on nous dit qu'il y a ça fait des matériaux, alors on a vu résistance, des frottements de l'adhérence, vous avez des pneus qui sont faits avec des nanotechnologies. Pourquoi? Parce qu'on va voir pourquoi d'ailleurs ça adhère mieux. Il y a des effets très très étonnants. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Au niveau de la santé, eh bien, on pense réparer les os, faire des matériaux biorésorbables, des systèmes qui évitent l'hémorragie, des tas de choses étonnantes en cosmétique. Alors là, ça s'est développé de façon extraordinaire. La petite crème C60 que vous voyez à côté, on verra pourquoi elle s'appelle Zélène C60, avec un nom un peu barbare. Eh bien, voilà, elle a des caractéristiques antioxydants, tout ça, des tas de choses. Alors qu'est-ce que c'est que ces matières que lorsqu'on commence à les traiter, à les voir de façon un petit peu différente au niveau nanoscopique, elles nous font des trucs bizarres. Et puis en électronique, on nous dit, avec ça, on va pouvoir faire des mémoires fantastiques, beaucoup plus puissantes. On va pouvoir faire des écrans bien meilleurs et de bien meilleure qualité, beaucoup moins chers, et puis souples, tant qu'à faire. Bref, rêvez de n'importe quoi, et on va vous le faire en nano. Et en plus, ça apparaît pratiquement, dans pas mal de cas, eh bien, oui, on voit ça apparaître effectivement dans les laboratoires. Alors, on va voir toutes ces promesses, on va voir les questions que ça pose, on va voir aussi qu'est-ce qui existe déjà, ce que vous trouvez dans les magasins, ce qui est du laboratoire et ce qui est du rêve ou de la théorie. Donc on va essayer de séparer, parce qu'en fait, malheureusement, quand on vous parle des nanos, eh bien, on met un grand sac, et puis suivant le cas de figure, on va sortir un lapin, tiens, on a notre lapin d'ailleurs, ou alors on va sortir autre chose.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer d'obtenir ce soir une vision un petit peu plus d'ensemble pour mieux comprendre qu'est-ce qui est du domaine aujourd'hui de la question très actuelle, où on a juste des fois même 20 ans ou 2 ans ou 5 ans de retard, suivant le cas de figure, sur les questions à se poser. Donc c'est maintenant qu'il faut se les poser. Celles qui sont en train d'arriver, mais qui sont dans les laboratoires actuellement et qui sont en train de se faire. Et puis celles qui sont peut-être des promesses, etc. Et qui pourraient être très intéressantes aussi, ou peut-être très effrayantes. On verra tout ça. Donc on va essayer de se promener dans notre territoire. Et pour ça, eh bien, heureusement, nous avons un pays, notre pays magique dans lequel on va arriver, dans lequel on va pouvoir se promener et qui va nous permettre de se retrouver là-dedans. Alors évidemment, je vous passe évidemment les aspects d'énergie, stockage de l'hydrogène, tout ça. On fait des bactéries pour l'agriculture et des tas de choses. Tiens, des bactéries, pourquoi des bactéries? Des bactéricides. Ah tiens, ça veut dire que probablement on travaille aussi pas loin du niveau du vivant. Bon, on en parlera. Alors pour ça, eh bien, pour s'y retrouver dans toute ce marmelade d'applications, de positifs, de négatifs, etc., rien de mieux que d'avoir un plan pour s'y retrouver. Alors voici le plan du Pays des Merveilles. Nous allons nous promener sur un petit territoire qui se trouve sur une île, qui s'appelle l'île Prospectique. Et sur cette île, eh bien, regardez bien, alors on ne voit pas très très bien, mais on va aller se promener un peu plus près, rassurez-vous. Il y a une forêt à droite, une forêt à gauche et une plaine entre les deux. Ça, c'est facile à se rappeler. Donc nous avons 3 types de nanotechnologie. Et puis nous verrons en même temps qu'il y a une sorte de plage tout en bas, et qui a une particularité aussi tout à fait intéressante. Donc nous allons nous promener dans 4 territoires qui présentent 4 types de nanotechnologie. Et ces 4 types de nanotechnologie, certaines sont très anciennes, d'autres sont extrêmement futuristes et prospectives, ou même futuristes, on va dire. Et puis certaines sont actuellement eh bien, en cours, en espérant avoir des applications dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans. Alors, allons nous promener là-dessus et nous allons faire un tour dans la première forêt, celle de droite. Et celle de droite, eh bien, c'est la forêt de la nanoélectronique. Alors, je vous rassure tout de suite, tous les noms de ce pays-là commencent par nano. Vous avez des nano-lapins, vous avez des nano-poissons qui se baladent le 1er avril, et puis vous avez de la nanoélectronique. Alors, la nanoélectronique, ça veut dire quoi? Eh bien, regardons, vous savez qu'actuellement, je suis en train de vous passer des transparents dans un truc qui s'appelle un ordinateur. Et cet ordinateur, eh bien, regardons bien comment il est fait. Si j'ouvre cet ordinateur, vous allez voir une carte avec des puces électroniques. Alors pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Alors je vais ouvrir cette puce électronique et je vais regarder dedans, parce qu'il y a du plastique autour, c'est pas très facile à voir. Et je vois qu'il y a du silicium avec une petite plaque, on voit au milieu, là-dedans. Et puis si je regarde encore un peu mieux, alors là je vais prendre mon microscope et éventuellement mon microscope électronique, parce que comme on l'a vu, pour regarder très finement, eh bien, je vois des tas de choses qui sont faites avec des petits morceaux d'aluminium, un peu de silicium d'une certaine manière, du silicium d'une autre manière, etc., etc. Et tous aux circuits intégrés sont fabriqués comme ça. Sauf que, jusqu'à maintenant, eh bien, la technologie de l'homme permettait de faire des circuits intégrés de taille microscopique. Eh bien, la microélectronique est morte. Bienvenue aujourd'hui à la nanoélectronique, puisque la nanoélectronique commence à peu près à 100 nanomètres. En gros, on parle de nano entre 1 et 100 nanomètres, 1 et 100 milliardièmes de mètre. Alors, 1 et 100 milliardièmes de mètre, ça veut dire que là, on est déjà à peu près, sur cet ordinateur-là, à 45 milliardièmes de mètre, 45 nanomètres. Alors, grande question, très bien, nous avons donc fait quelque chose de plus en plus précis. Il se trouve qu'on arrive à diviser par 2 la taille de la gravure tous les 3 ans. Ce qui nous permet d'ailleurs, puisque c'est plan, de multiplier par 4 la densité de tout ce que je peux mettre sur la même petite puce. Et qu'est-ce que ça nous change? Réponse, rien. Enfin, bon, si, on a des ordinateurs plus puissants, d'accord, on a des choses de plus en plus puissantes, mais ce n'est pas de révolution. Finalement, on a simplement, tous les 3 ans, un ordinateur 2 fois plus puissant, 4 fois plus puissant d'ailleurs. Enfin, 4 fois plus puissant, mais système d'exploitation prenant 2 fois plus de place. Ils perdent un petit peu de puissance, mais c'est pas grave. Mais finalement, oui, c'est une évolution, mais ça change rien d'intrinsèquement. Donc, le passage de la microélectronique, la capacité de l'homme à travailler au niveau microscopique, à la capacité de l'homme de travailler au niveau du milliardième de mètre, ou du moins de 45 milliardièmes de mètre, dans ce cas-là, eh bien, c'est simplement une évolution d'échelle. Donc, c'est pas là qu'on va trouver les grandes révolutions dont on nous promet des tas de choses. Pour ça, il va falloir se promener dans un autre territoire. On va aller pour ça dans la prairie. Et dans cette petite prairie, eh bien, c'est la prairie des nanomatériaux.
Alors on en a déjà parlé un tout petit peu parce qu'on a vu des matériaux comme une selle en se disant bah tiens si l'aluminium au lieu d'avoir de petits agrégats de taille micro, on va les avoir de taille nano, il va se passer des trucs. Regardons ça en détail. Regardons un petit peu ce qui va se passer. Et pour ça, eh bien, on va essayer de regarder qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la matière. Alors, je vais prendre un exemple simple, le carbone. Le carbone, vous connaissez bien. Et on va regarder plusieurs types de choses qui peuvent se passer à un niveau petit. Première chose, vous prenez un gros matériau, comme on l'a pris pour la selle tout à l'heure, et puis vous allez comment on appelle le nanostructurer, c'est-à-dire faire des agrégats qui soient de taille plus petite que d'habitude. Enfin, que d'habitude, ça dépend. Il y en a ça dépend comment vous le chauffez, ça dépend comment vous le traitez, etc. Et donc, on va arriver à faire des choses comme ça. Et puis, si on regarde bien, eh bien, il va se passer des choses là-dedans. Et prenons le carbone. Il se trouve que déjà, même au niveau normal, eh bien, il y a plusieurs façons de structurer le carbone. Alors, voici deux façons. Dans un premier cas, à gauche, vous voyez que les atomes sont très serrés les uns contre les autres. Et dans l'autre cas, eh bien, on a des plaques d'atomes de carbone qui sont les unes au-dessus des autres. Alors, petite question, prenez votre bon sens et dites-moi quel est le plus solide de ces deux matières, toutes les deux formées du même atome, du carbone. À votre avis, qui pense que c'est plutôt le système de gauche? Allez, lâchez-vous. C'est les plus solides. Oui. Qui pense que c'est ceux de droite? Ah, c'est à peu près équivalent. Vous êtes en Normandie, hein, donc... Alors, il y a aucune... Les atomes étant totalement neutres politiquement, la réponse, c'est que la matière de gauche, avec les atomes densifiés comme ça, s'appelle le diamant. La matière de droite s'appelle le graphite, celle que vous trouvez dans vos mines de crayons. Et regardez bien, parce que finalement, ici, les atomes sont tellement serrés les uns avec les autres que pour les tâcher, c'est un petit peu dur. Mais ici, pour casser, au moins dans ce sens-là, eh bien, le graphite, c'est assez facile. Alors, rappelez-vous que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la selle de vélo, lorsqu'on rentre dedans, c'est pas l'ensemble de toute la mine qui est structurée comme ça. Il y a des petits morceaux comme ça, il y a des petits morceaux comme ça, mais ils sont très facilement cassables. Donc finalement, déjà, notre carbone, eh bien, à l'échelle classique, va pouvoir faire des choses, mais si nous le structurons déjà de façon un petit peu différente, voici donc la solution, eh bien, à droite, on ne voit pas très très bien, nous avons ici du carbone nanostructuré qui va avoir encore d'autres caractéristiques. C'est-à-dire que les agrégats que vous voyez de diamant, là j'ai mis quelques atomes, eh bien, on va en mettre un peu plus, mais au lieu d'en mettre beaucoup plus de taille micro, on va en mettre un petit peu moins de taille nano. Bon, ça c'est bien, mais donc on a fait des trucs nano depuis le début, mais ça serait plus rigolo de se dire, est-ce que je pourrais pas faire des matières dont une des dimensions, au lieu d'avoir un gros paquet comme ça avec des petits agrégats, eh bien ça soit vraiment nano. Alors amusons-nous, essayons d'arracher une petite feuille de graphite là. Alors une technique pour le faire, très très scientifique, vous prenez du scotch, vous prenez beaucoup d'adresses de patience et d'espoir, et si vous débrouillez bien, vous pouvez arracher juste une couche de ce petit truc-là, qu'on appelle du graphite, et cette couche va s'appeler du graphène. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être cette fois de la taille d'une feuille. Alors regardons bien cette feuille, c'est fantastique parce que finalement, elle n'est même pas nanoscopique, elle est encore plus petite, elle est de l'épaisseur d'un atome de carbone, à peu près 0,4 nanomètres, 0,4, donc 4 milliardièmes de mètre. Et là, eh bien, il va se passer dans cette feuille très très simple que l'on commence à produire, eh bien, des choses très intéressantes, parce que là, on sort même du champ des nanos, on se rapproche du champ des atomes, et donc de la mécanique quantique, et si bien qu'il se passe des trucs bizarres. Les électrons dedans, ils vont comme à la vitesse de la lumière, alors que d'habitude, dans la matière, ils vont plus lentement quand même. Et donc, il se passe des choses assez étonnantes, à tel point que l'on considère que nos circuits intégrés de demain, qui sont basés sur le silicium depuis pas de temps, plus de 30 ans, eh bien, vont devenir probablement formés de graphène, parce que c'est une matière absolument extraordinaire. Mais c'est pas la vraie nano parce que c'est pas vraiment bon, c'est vrai, mais c'est encore plus petit que la nano, je dirais, pour l'épaisseur. Donc, essayons de regarder ce qui se passe. Et alors là, les scientifiques, ils sont amusés à découper ces petits trucs-là. Et il se trouve que quand vous avez une petite plaque comme ça de graphène, elle a un problème, c'est qu'elle a tendance à s'enrouler toute seule. Elle va faire un truc comme ça. Derrière un petit tube, un peu comme une feuille, vous prenez une feuille, et puis vous la roulez, comme ça. Et là, eh bien, vous arrivez bon, là, c'est pas tout à fait un nanotube, c'est plutôt un macrotube dans ce cas-là. Mais nous allons arriver, eh bien, effectivement, à un nanotube, et c'est à peu près en 1991 qu'on a commencé à développer ça.
Sauf que la première découverte, effectivement, est annoncée en 1991, mais alors il s'est passé un truc assez intéressant, c'est qu'on a découvert depuis des brevets qui datent de 1889 et 1890. Et alors que c'était des Japonais, donc un Japonais qui s'appelle Sumio Lijima, eh bien là, dans ce cas-là, c'était un brevet américain et une communication à l'Académie française des sciences qui déjà montrait des trucs bizarres avec du carbone. Alors là, regardons bien, parce que regardez le petit tour là, effectivement, si je prends ma feuille, là, le trou, il est un peu plus large, évidemment, que l'épaisseur de la feuille. Eh bien, je vais être, dans ce cas-là, à peu près à 30 nanomètres. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc comme ça? Eh bien, finalement, c'est rigolo, parce que c'est assez solide, puisque la plaque elle-même est assez solide. Donc, ça fait des fils ou des tubes, des nanotubes, comme on les appelle, nanotubes de carbone, plutôt très solides. Très solides à tel point qu'en fait, ils font à peu près 100 fois plus de résistance que l'acier. Mais regardez bien, il y a plein de vide là-dedans. Eh bien, ce vide nous permet que ça soit 6 fois plus léger que l'acier. 100 fois plus solide, 6 fois plus léger. Tiens, ça peut faire des applications intéressantes. Et puis, il se trouve qu'à cette taille-là, en plus, c'est conducteur. Ça conduit l'électricité merveilleusement bien. À tel point, d'ailleurs, que à peu près les 1000 tonnes par an produites actuellement de nanotubes servent aujourd'hui, même pas forcément pour renforcer les choses, mais aussi pour leur particularité électrique. Ça dissipe la chaleur merveilleusement bien aussi. Donc, finalement, eh bien, on commence à avoir des applications étonnantes, cette fois sur un tube. Alors ça, c'est vachement bien, d'accord. Mais ça vous rappelle rien, un petit tube, enfin un petit truc fin comme ça, tout petit, pas très très épais, et puis qu'on pourrait avoir dans l'air, et puis inhaler, et puis etc. Ça vous rappelle pas quelque chose qui isole un petit peu? Ça s'appelait l'amiante. Et donc, on pourrait se poser la question, oui, mais est-ce que ces nanotubes, qui sont quand même petits aussi, hein, les plus longs qu'on ait réussi à faire, c'est 2 cm, c'est un exploit prodigieux. Imaginez 30 milliardièmes de mètre, 2 centièmes de mètre de longueur. Donc la différence entre la longueur et l'épaisseur du système, elle est gigantesque. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, ça s'en mêle dans les poumons et c'est pas terrible. Alors, ça ne fait pas exactement la même chose que dans ce cas-là que l'amiante. D'abord parce que l'amiante reste plutôt sur les voies supérieures et là, ça rentre un peu plus. C'est pas complètement. Alors, lorsque c'est des petits nanotubes, c'est moins dangereux que des grands. Donc, vous voyez qu'il y a des choses, il y a des matières qui peuvent être dangereuses et d'autres qui le sont moins. Et on va voir qu'il y a des tas de matières, des tas de nanos qui sont pas du tout dangereuses. Par exemple, dans cette pièce, vous avez entre, je crois, allez, à vue de nez comme ça, si je compte bien, par mètre cube, vous avez à peu près entre 40 000 et 100 000 nanoparticules. Alors, je vous rassure tout de suite, sortez pas en courant, ça fait quand même depuis votre naissance qu'en milieu urbain, à peu près, c'est la moyenne. Et dedans, vous avez des nanoparticules. Vous avez par exemple des molécules d'eau. Tiens, ça c'est même encore légèrement plus petit, c'est plutôt très petit d'ailleurs, je crois que c'est 0,9 nanomètres. Eh bien, c'est pas si dangereux que ça, d'abord parce que l'eau, c'est pas si mauvais que ça pour la santé. Donc, non, ça pose pas de problème. Et puis d'autres, comme l'amiante, on voit ça, alors qui est de taille un peu plus grosse que les micros, mais nos nanotubes de carbone, dans certains cas de figure, ils peuvent être dangereux. Alors je vous rassure tout de suite, si on en produit autant, on les lâche pas dans la nature quand même, on les produit sous vide et on les insère dans des résines de manière à ce qu'ils ne se baladent pas partout, mais qu'ils puissent servir de conducteurs, par exemple, dans différents cas de figure. Donc on sait aujourd'hui, on verra d'ailleurs, on va en parler très en détail tout à l'heure, qu'on peut arriver à faire des choses très très intéressantes simplement. Alors, allons un cran plus loin, et puis imaginons que maintenant, au lieu de découper un petit truc et puis hop, ça s'enroule, eh bien on fasse un truc tout petit, un petit carré. Et alors là, il va s'enrouler, mais il s'enroule de tous les côtés à tel point qu'il fait une petite boule. Et cette petite boule, qui va se resserrer et qui va se refermer sur elle-même, elle a exactement 60 atomes dans ce cas-là, enfin il y en a plusieurs, et on appelle ça un fullerène, d'abord parce que ça ressemble à quelque chose, pour les plus anciens, qui a été fait par l'architecte Fuller, en fait, hein, donc Buckminster Fuller, qui avait imaginé d'ailleurs un dôme qui ressemblait un peu à ça. Enfin, vous coupez en deux et vous avez exactement la même chose. Alors donc, en son honneur, on lui a donné le nom de fullerène. Et ce fullerène, eh bien, il est intéressant. Alors lui, il a été découvert en 1985. Donc, suivant le cas de figure et suivant les historiens, c'est plus ancien ou plus récent que l'autre. On l'a trouvé totalement par hasard. D'abord parce que les gars, ils cherchaient à essayer de reproduire ce qui se passe dans les étoiles, dans les naissances des étoiles. Il y a du carbone, il y a tas de choses dans une étoile. Et donc, en chauffant du carbone, etc. Et hop, ils sont arrivés à ces trucs bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de petites boules comme ça? D'abord, les petites boules, apparemment, ça s'en mêle moins quand même, donc c'est peut-être moins dangereux pour la santé, apparemment. Les derniers essais montrent que
avec une dose raisonnable, c'est pas dangereux. Contrairement d'ailleurs aux nanotubes. Donc vous voyez qu'il y a des niveaux de toxicité qui peuvent être différents. Je vous parle de ce qu'on connaît, mais après on verra tout ce qu'on connaît pas. Ça va représenter beaucoup. Mais regardez, on a une petite boule, un petit ballon. Alors soit on peut jouer au foot avec, mais il faut avoir des petits pieds. Ou alors on peut essayer d'y mettre des choses dedans. Et si on s'amusait à y mettre, une molécule ou deux d'hydrogène pour pouvoir stocker l'énergie, ou des choses qui vont stocker de l'information, ou des choses qui vont stocker des médicaments, on en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des formes extrêmement différentes, et on va essayer de voir pourquoi, en fait, ces nanosystèmes, donc on a vu déjà qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des grands systèmes classiques, mais qui vont avoir des petites structures nanostructurées. On va avoir des systèmes plats, on va avoir des systèmes longilignes, un peu comme des tubes. On va avoir des capsules ou des nanoparticules. On a même des nano-oignons, je vous passe les mégatubes qui sont un peu plus larges que les nanotubes. Enfin bref, on a énormément de choses très très différentes. Mais pourquoi tout ça, ça a des particularités si étonnantes? Alors pour ça, eh bien, on va voir 3 particularités de ce qui se passe à une échelle un peu bizarre, cette échelle entre 1 et 100 nanomètres. Donc on est 10 fois plus gros que les atomes, en gros, en moyenne à peu près, hein. Et puis beaucoup beaucoup plus petit, on est 30 fois plus petit que les globules rouges. Eh bien, à cet endroit-là, il se passe 3 choses. La première, c'est un effet optique. Alors pour ça, eh bien, il faut comprendre ce que c'est que la lumière. La lumière, on va vous dire, c'est une onde. Alors des fois, il y a des grands débats, c'est une onde ou c'est une particule, nous disent les physiciens. Eh bien, prenons à peu près la même chose avec la mer. Dans la mer, vous avez des vagues, ça fait une onde. Et puis vous pouvez dire, ben non, la mer est constituée de gouttes, donc c'est des particules. Mais on va s'intéresser, nous, aux vagues. Alors les vagues, si vous regardez la distance entre 2 vagues, il va y avoir 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres. Eh bien, on va parler de longueur d'onde, de cette longueur-là. Imaginez maintenant qu'on fasse la même chose, non plus avec des gouttes d'eau, mais avec des champs électriques et des champs magnétiques, parce que la nature aime bien faire ça. Et donc on fasse des vagues, des ondes, avec des champs électromagnétiques. Alors si on se balade à des choses qui sont de l'ordre du mètre, au lieu d'avoir la houle sur la mer, eh bien on va avoir les grandes ondes de nos radios, qui sont des ondes électromagnétiques. Et puis un petit peu plus petit, on va avoir notre bande de fréquence FM. Et puis si vous allez encore un peu plus bas, eh bien vous allez avoir les fréquences de notre téléphone mobile, et etc., jusqu'aux micro-ondes, donc micro-ondes que vous connaissez bien. Et puis après, on ne sait plus très bien faire au niveau humain, mais la nature continue très bien. Et on passe dans le milieu des infrarouges, et puis de la lumière visible, etc., etc. Alors, cette lumière visible, donc, quelle est sa longueur d'onde? Quelle est la taille entre les 2 vagues, si vous voulez, de notre onde de lumière physique? Eh bien, entre ces 2 vagues, c'est à peu près entre 400 et 800 nanomètres. Et alors, tous les physiciens vous le diront, si on veut bidouiller quelque chose avec les ondes, il faut être capable de travailler à peu près au quart de cette longueur d'onde. Quel est le quart entre 400 et 800 nanomètres? Eh bien, il faut être capable de travailler à 100 nanomètres. Si vous commencez à rentrer dans le champ des nanotechnologies, vous allez pouvoir faire des choses avec la lumière. Alors, on l'a déjà vu. On l'a vu, d'ailleurs, les Romains, ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait exprès, mais ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, on peut imaginer encore beaucoup plus spectaculaire. Imaginez, une fois, qu'est-ce que c'est que voir quelque chose? Aujourd'hui, vous me voyez. Vous me voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lumières envoient ces ondes qui vont me frapper, rassurez-vous, ça fait pas mal, renvoient, et certaines parties de ces ondes, ou de ces photons, eh bien, vont arriver dans vos yeux. Si bien que, comme ceci, eh bien, vous avez récupéré un tout petit pourcentage dans vos yeux, et ça vous permet de me voir. Imaginez maintenant qu'on fasse quelque chose un petit peu différent. Si on prenait... imaginons maintenant que je sois comme une pierre dans un ruisseau, et cette fois nous avons encore de l'eau qui coule, mais cette eau, au lieu de rebondir sur moi, eh bien, elle va me couler dessous. Donc imaginez une rivière, vous avez une pierre, l'eau contourne la pierre, ça, on a ça dans toutes les rivières, et à ce moment-là, eh bien, lorsque je suis en aval de la rivière, qu'est-ce qui se passe? Je regarde et je ne sais même pas s'il y a une pierre parce que je vois l'eau tout à fait normale. Rien n'a rebondi. Si la lumière arriverait sur moi, me contournerait et vous ne me verriez plus. Pour faire ça, il faudrait quand même que la lumière ne marche pas comme ça naturellement. Et donc, il faudrait faire des petites bidouilles sur soit mes vêtements, soit sur ma peau, pour que la lumière, au lieu de rebondir, eh bien, soit détournée pour tourner autour de moi et puis passer derrière. Et vous ne me voyez plus. Je deviens invisible. Il se trouve qu'actuellement, dans les travaux
de l'université de Duke aux USA et l'université de Ulyanov en Russie, eh bien, on a réussi dans un premier temps à faire d'invisibilité. Alors, au départ, on n'arrivait pas très bien à faire en nano. Alors, on a réussi à la faire avec des micro-ondes. Alors, vous me direz, c'est pas grave parce que de toute manière, moi, je les vois pas, les micro-ondes. Mes yeux, ils les voient pas. Mais en fait, on a rendu invisibles des micro-ondes. Et puis après, on a réussi à commencer à rendre invisible une première couleur. Et puis avec des formes un peu plus subtiles, eh bien une deuxième, une troisième, une centième couleur, de manière à rendre un objet invisible. Alors, une des applications les plus étonnantes, c'est à notre taille macro. Parce que revenons à notre... rappelez-vous, j'ai fait l'analogie tout à l'heure entre les ondes électromagnétiques de la lumière, des ondes de radio, etc., et puis la mer. Eh bien, imaginons maintenant que je fasse un système qui ressemble à ce qu'on fait au niveau nano, mais c'est celui que vous voyez ici. Donc ici, vous voyez, eh bien, il y a des formes un peu particulières, si bien que si vous mettez ici une plateforme pétrolière, et que ici, vous avez une houle avec une grosse tempête, eh bien, la tempête tourne autour et continue comme ça. Et donc, c'est des systèmes qu'on imagine faire, alors cette fois, non plus à la taille nano, mais à la taille du mètre, dans ce cas-là. Et puis, si jamais je le fais à la taille nano, je fais plus ça avec la mer, je peux le faire avec la lumière, et je deviens invisible. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un petit film, ça? Ah si, ça vous rappelle sûrement Harry Potter et sa cape d'invisibilité. Eh bien, l'imagination de l'auteur qui a dit, bah tiens, on pourrait imaginer, tiens, un monde un peu magique. Eh bien, cette magie est en train d'arriver. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'arrive pas à faire une cape complète parce que déjà au prix de ce qu'on fait sur moins d'1 millimètre et sur un tout petit, ça commence à faire cher et Harry, il a intérêt à avoir de l'argent. Mais par contre, ça veut dire qu'on est en train, oui, grâce au nano, de pouvoir arriver à la taille où on peut bidouiller la lumière à tel point qu'on ne fait pas simplement des coupes rouges ou vertes, ça les Romains le faisaient déjà. Non, on peut devenir invisible aussi. Ou éventuellement, ce que vous faites déjà, c'est que vous faites déjà votre pommade que vous mettez comme crème solaire sur la tête, là, celle-là, elle est invisible. Mais si vous-même vous devenez invisible, il va se passer des choses intéressantes. Ça va poser peut-être des questions éthiques d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui va se passer si on peut commencer à inventer l'homme invisible? On en reparlera tout à l'heure. Alors, premier effet, donc, entre 1 et 100 nanomètres, entre 1 et 100 milliardièmes de mètre, eh bien, je suis à la bonne taille pour travailler, bricoler la lumière. Ça veut dire aussi des promesses, peut-être, pour pouvoir faire ce que les plantes font très bien, d'ailleurs, avec la photosynthèse, des systèmes solaires qui marchent beaucoup mieux que les nôtres actuellement. Actuellement, un panneau solaire normalement constitué, si les mauvais, il fait 5-6%, les meilleurs font 10-15%, et on espère, dans les prochaines générations, monter à 40% de rendement. C'est-à-dire que 40% du soleil est capté pour être transformé en énergie. Oui, mais les plantes, elles font 80-85. Donc ça serait bien qu'on soit capable de bidouiller à la bonne taille, et pour ça, ça sera des technologies nano, parce qu'au-dessus, eh bien, on ne sait pas travailler pour la lumière. Deuxième chose qui se passe, c'est ce qu'on appelle des effets de surface. Alors, petite question. Vous avez ici une boule bleue et regardez à peu près sa surface. Et puis, imaginez que dans ce volume de la boule bleue, alors je l'ai monté en 2 dimensions parce que j'avais un petit problème de dessin, mais vous mettiez plein de petites boules rouges, 6 fois plus petites. Imaginez la surface que l'on s'amuse à déplier comme ça sur la table, la surface de la boule bleue ou les surfaces de l'ensemble des boules rouges. Alors, une question, 3 possibilités. Est-ce que la plus grande surface sera celle de la grande boule bleue? Est-ce que la plus grande surface sera celle de toutes les petites boules rouges? Ou est-ce que la plus grande surface sera les mêmes pour toutes les deux? Alors, qui pense que la plus grande surface sera celle de la boule bleue? 1, 2. Qui dit mieux? Il y a 3 internautes aussi, je les ai vus là par l'intérieur de... Qui pense que la plus grande surface va être toutes les petites boules rouges? Oula, ça fait du bon ça. Et qui pense que ça va être la même chose? 2, 3, 4. Bon, je vous propose qu'on fasse ça à la démocratique. Je crois que la majorité a raison, puisque en fait, il se trouve que dans ce cas-là, eh bien, dans cet exemple-là, vous avez 6 fois plus de surface que la grande surface. Pourquoi? Parce que vous avez 6 petites boules là-dedans. Imaginez maintenant que vous mettiez 1000 petites boules là-dedans. La surface cumulée de toutes les 1000 petites boules en largeur, mais ça en fait beaucoup, ça fait des milliards dans l'ensemble. Eh bien, ces milliards de petites boules, eh bien, vont faire une surface 1000 fois plus importante que la grosse. Donc, ça veut dire que si je fais un ballon de foot, eh bien, je vais avoir une certaine surface par rapport au volume.
Mais si je remplis ce ballon de foot avec plein de choses, même de taille nanométrique, eh bien la surface va devenir de plus en plus importante. Ça veut dire quoi la surface? C'est l'adhésion, par exemple l'adhérence. Ça veut dire la capacité d'interagir, par exemple en médecine, donc avec la chimie, avec la biologie. Et donc il va se passer des phénomènes, et il se trouve que les effets de surface deviennent plus importants que les effets de volume, ce que nous connaissons bien, à partir à peu près de 100 nanomètres. C'est-à-dire que dans notre monde à nous, au-dessus des 100 nanomètres, dans le monde d'Alice, mais cette fois en dehors, eh bien, nous avons quelque chose où nous connaissons bien les volumes, les choses comme ça, nous en avons d'habitude. Quand je vois un ballon, je peux estimer, ou une boule, je peux estimer son poids, des choses comme ça, et son poids, je sais que si je lâche, il va tomber, il va se passer un certain nombre de choses. Si je regarde la mer classique, quand il n'y a pas trop de vagues, eh bien, elle est plate. Pourquoi? Parce que la gravité terrestre fait en sorte que tout ça se met à peu près au même niveau. Mais si vous regardez un tout petit système déjà, c'est-à-dire vous mettez non plus une grande mer plate comme ça, avec pas trop de vent là-dedans, mais que vous mettiez une toute petite surface, eh bien vous allez voir que hop, ça fait ça au lieu d'être tout droit. Il se passe des choses bizarres. Alors regardons ce que ça veut dire, ce bizarre. Ceci est un gecko. Le gecko est un petit lézard qui a une particularité, c'est qu'il a des poils qui sont tellement petits que la largeur de ses poils sont de taille plutôt nanométrique. Alors tout à l'heure, on a vu que si on coupait les cheveux en 4, on arrivait au micron. Là, on ne les coupe pas en 4, on les coupe en 10 000. Donc le gecko est un animal qui coupe les cheveux en 10 000. Pardon, c'est pas les cheveux, mais c'est les poils de ses pattes. Et ces poils, eh bien évidemment, donc, vont représenter une surface entière gigantesque, si bien qu'il arrive sur le mur et il peut grimper comme ça sur n'importe quel mur très facilement. Nous, on n'y arrive pas très bien. Lui, il y arrive très bien. Alors les chercheurs se sont dit, ça serait bien d'essayer de faire la même chose maintenant qu'on commence à savoir faire des petits trucs en anneaux. Alors essayons de faire un petit robot. Alors on va faire un robot gecko. Voici celui de Cardigan. Et lui, eh bien, il grimpe au mur, il grimpe sur les vitres tranquillement parce qu'il a des petites poils comme ça. Tiens, puisqu'on parlait de film tout à l'heure, ça vous rappelle pas un film, ça? Si, je suis sûr que ça vous rappelle Spider-Man. Mais rassurez-vous, il y a un gars qui y a pensé. Ce gars-là, il s'appelle Nicola Pugno, qui est en train, en Italie, d'essayer de développer le costume de Spider-Man. Alors imaginez, bientôt quand vous serez au 50e étage d'une tour, vous verrez le laveur de carreaux qui va grimper comme ça, qui va vous faire coucou par la fenêtre, ça va faire bizarre. Enfin, la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit ça marche pas du tout parce que le gars, il lâche les mains pour arriver à laver les carreaux, il tombe. Donc il y a encore des petits progrès à faire. Mais malgré tout, on peut imaginer commencer à grimper au mur avec les nanos. Alors c'est marrant parce qu'on parle de choses toutes petites, du milliardième de mètre, et ça nous fait des effets qui nous permettent, nous, de grimper au plafond, si vous me passez l'expression. Donc, finalement, il se passe des choses intéressantes. Premier effet, on peut bidouiller la lumière. Deuxième effet, la surface est plus importante que le poids, le volume et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il va se passer des choses très intéressantes aussi. Troisième effet, assez passionnant, eh bien, c'est l'effet que, c'est la taille aussi, 1 et 100 nanomètres, qui a choisi le vivant pour faire ses propres bidouilles à lui. Nous sommes formés d'éléments qui sont de taille à peu près comme ça. C'est-à-dire que vous prenez des morceaux d'ADN. L'ADN, c'est à peu près, je crois, 2 nanomètres de largeur. Et puis, évidemment, c'est beaucoup plus long. Hein. Et vous allez avoir un virus, le virus du sida, 100 nanomètres. Allez, je vous le fais à 100 à peu près environ. Etc. Enfin bref, beaucoup de choses qui se passent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, le vivant est fabriqué de petites usines. Et l'entreprise Dieu Père et Fils a fait un travail absolument considérable puisque vous avez un système. Oubliez, on vous parle beaucoup d'ADN, tout ça c'est bien, effectivement. Mais c'est comme si on vous disait arrêtez de regarder l'ordinateur, regardez le disque dur. On vous parle de la mémoire. Mais qu'est-ce qui fait le travail? Ce qui fait le travail, ça porte un mot, ça s'appelle une protéine. Une protéine, c'est un petit truc, alors comme l'ADN, mais sauf qu'en plus il s'entortille tellement qu'il va prendre la forme d'une usine et il va être capable de faire des choses extraordinaires. Il va prendre un atome là, hop, le mettre là. Il va commencer à fabriquer des trucs. On va voir d'ailleurs tout à l'heure une petite vidéo, mais on arrive à faire des choses assez incroyables grâce à ça. Eh bien, ces protéines vont être capables de travailler la lumière, vont être capables de travailler le mécanique. Donc vous avez dans vos cellules des milliards et des milliards de protéines et qui vont faire des travaux absolument colossaux. Alors on pourrait se dire, nous, on n'est pas aussi bon, on n'arrive pas à faire aussi bien que ça, mais est-ce qu'on pourrait commencer à faire des choses? Alors rappelez-vous notre petite fullerène, notre ballon de foot, si dedans on mettait un médicament. Parce que, regardez, quelqu'un qui a le sida, par exemple, on va essayer de le traiter, un cancer, pardon, avec le cancer, on va essayer de le traiter avec de la chimiothérapie.
Alors il se trouve que quand vous envoyez des molécules chimiques dans le corps, il y en a bien une sur 100 000 ou une sur 1 million à peu près qui atteint le but. Tout le reste, ça zégouille tout ce qui passe. Donc c'est pas terrible pour le reste du corps. Ça serait bien d'avoir un système qui permettrait de pouvoir amener les molécules de médicaments exactement sur les endroits où il y a des cellules cancéreuses. Alors imaginons qu'on fasse une petite boule, comme ceci, alors on n'en voit que la moitié là, et que dedans on y mette une petite molécule de médicament. Alors on en voit beaucoup quand même là-dedans, mais il se trouve que cette petite boule elle est fermée, donc elle passe dans le corps. Et imaginons que lorsqu'elle détecte, parce qu'elle a quand même un petit détecteur, elle dit tiens, ça c'est pas une cellule normale, c'est une cellule cancéreuse. Ah bah tiens, j'ai une idée, je vais m'ouvrir. Elle s'ouvre et hop, le médicament arrive sur la cellule cancéreuse. Lorsque la cellule n'est pas cancéreuse, le médicament reste fermé. Lorsque la cellule cancéreuse, c'est une cellule cancéreuse, le médicament s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un médicament vectorisé. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a encore 3-4 ans, j'en discutais avec des chercheurs qui me disaient « ça, c'est de la futurologie, ça n'arrivera jamais ». Un an après, on a été déjà en test en phase 2 pour la première génération de médicaments qui permettent de faire ça. Cette première génération, c'est les petites boules qui permettent de faire, d'une part, qui ont le médicament dedans, mais deuxièmement, qui ont la capacité de détecter, effectivement, lorsqu'il y a des cellules cancéreuses. Ça détecte assez facilement parce qu'il se trouve que les vaisseaux sanguins ne fonctionnent pas de la même manière. Enfin bref, il y a un certain nombre de signaux. Alors, ça, c'est la première génération. Aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction. C'est même plus du laboratoire. C'est utilisé. Mais alors, ça pose quand même encore un petit problème. Ça pose un petit problème parce que c'est un truc quand même, ces petites boules-là, on les balance dans le sang, d'accord, ok, comme la chimio, tout ça, mais le sang dit, ah, ça, c'est bizarre, enfin, les globules rouges, excusez-moi, c'est les globules qui parlent, ça, c'est bizarre, tiens, je vais mettre dessus un petit truc pour dire, c'est un marqueur, et puis, comme ça, hop, ils vont se faire zigouiller. Et puis, bah, si on commence à zigouiller nos médicaments, on est mal parti. Alors, la deuxième génération, celle qui est actuellement en laboratoire, celle qui est actuellement en test, qui n'est pas encore commercialisée, mais sur lequel il y a des tests au niveau humain, eh bien, c'est la deuxième génération où on va rajouter autour de la couche, eh bien, des petits poils que vous voyez d'ailleurs, parce que ceci est un des systèmes de deuxième génération, qui vont en gros empêcher que la petite couche que rajoutent les globules rouges tienne dessus. Et donc, c'est à l'heure pour dire, non, me zigouille pas, je suis là pour t'apporter des médicaments, je suis pas un intrus. Et donc, la deuxième génération de ces médicaments va arriver, puisque là on teste. Vous savez que dans la médecine, c'est très long. On va pas balancer les médicaments n'importe comment comme ça. Et donc on fait des tests sur les animaux, on fait des tests avant sur clinique, on commence à faire des tests sur l'être humain. Et lorsqu'on est vraiment sûr, eh bien, les premiers êtres humains avec lesquels on teste, on regarde dans tous les sens pour savoir si tout se passe bien. Et puis après, quand on est vraiment sûr, on peut dire, ah, d'accord, tous les médecins peuvent l'utiliser. Eh bien, cette deuxième génération, elle promet donc non seulement d'être capable de pouvoir effectivement détecter les cellules, mais aussi de pouvoir se protéger elle-même, donc avec ce que l'on appelle d'ailleurs, voilà, une couverture. Donc on est capable de faire du ciblage et puis d'avoir cette couverture, ces petits poils. Et la troisième génération, celle qui est plutôt de la recherche aujourd'hui, la troisième génération arrive en disant, ça serait vachement bien si en plus, sur ma petite coque là, j'arrivais à faire non seulement un système qui détecte. Ok, ça c'est une cellule. Deuxièmement, un truc qui protège un petit peu. Et puis troisièmement, un système qui permet de le voir quand même. Ça me permettrait, avec des systèmes d'appareils, de pouvoir détecter directement, par contraste, ce qui se passe effectivement dans le corps. Et regarder bien si ça se passe bien, combien de ces médicaments arrivent sur les cellules cancéreuses, etc. Et donc d'observer. Si bien que la frontière entre soigner et puis faire un diagnostic, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, est en train de s'atténuer, puisqu'on est en train d'avoir un petit peu les deux en même temps. C'est la promesse, mais cette fois, on n'est plus dans ce qui existe, on est dans de la recherche. Donc, c'est intéressant le médicament vectorisé, parce que nous avons 3 générations. Une, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire c'est commercialisé. La génération 2, celle qui sait se protéger un peu mieux, parce que si vous envoyez ça sur un cancer de l'estomac, ça va parce que on n'a pas trop besoin de se protéger. C'est l'estomac normalement c'est les cellules hépatiques après qui essaient de virer tout ça. Et donc, comme elles sont déjà un peu le cancer, on arrive à passer facilement. Par contre, si on veut traiter les autres cancers, compris les cancers, on va pas balancer comme de la chimio partout. Si vous avez un cancer du cerveau, c'est pas terrible quand même. Eh bien, là, la génération 2, c'est pas la génération d'aujourd'hui, c'est la génération de demain. Demain, très bientôt. Et puis la troisième génération, celle qui va nous permettre non seulement de soigner, mais de regarder ce qui se passe en temps réel, en devenant fluorescent sur certains cas de figure, eh bien, c'est la génération
d'après-demain. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle de nano, il faut savoir exactement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des Romains? Est-ce qu'on parle de choses qui sont commercialisées aujourd'hui, ou de choses qui sont de la recherche, ou peut-être de choses qui sont un peu plus prospectives, même si on a des bons espoirs sur cette 3e génération. Alors, on peut aller plus loin avec des systèmes comme ça qui permettraient de détecter, de faire des trucs bizarres. C'est-à-dire que finalement, notre petite boule, elle devient de plus en plus sophistiquée. Si on allait très très loin, faisant un peu de futurologie, on arriverait à un système où là, vous voyez, alors c'est un petit peu flou, mais on voit une sorte de nano-robot qui se balade. Alors là, par contre, on est encore dans la prospective, dans la théorie, et on verra, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on verra, là, on n'est plus du tout dans la matière. Tout à l'heure, on parlait de nanomatériaux, et là, maintenant, on est en train de parler d'autre chose, puisqu'on est en train de parler de nanosystèmes. Mais de façon plus classique, ceci est un lab on a chip, donc une sorte de puce qui nous permet de tester le sang, et vous avez dessus plein de nano petits détecteurs qui permettent sur une goutte de sang de tester, de faire 100 ou 200 tests. Au lieu que ça coûte à peu près 60 €, ça coûte à peu près 1 ou 2 centimes pour faire un test. Donc ça veut dire que ce qui est en train d'arriver, d'ailleurs les Français sont très avancés sur ces puces biologiques, eh bien, pardon, oui. Donc sur ces puces, eh bien, on arrive à pouvoir baisser les coûts, par exemple, d'une étude sanguine. Alors, donc on a vu des effets au niveau de surface, des effets au niveau optique, et puis c'est aussi la taille du vivant, donc on peut faire des effets du vivant pour le meilleur, les médicaments, ou pour le pire. Oups, j'ai fait un matériau qui justement se branche sur la bonne protéine et qui ne fait pas du tout ce que j'avais prévu parce que c'est fait un peu par hasard. Donc là, il vaudra peut-être mieux pas faire les choses par hasard. Alors, pour terminer avec les nanomatériaux, il existe aussi des nanomatériaux actifs. C'est-à-dire que les nanomatériaux que je vous ai présentés, ils avaient une particularité, ils faisaient quelque chose, point. Et puis, imaginons maintenant, alors on va prendre le cas, par exemple, sur lequel travaillent les Japonais, d'un séisme. Alors, ça, il y en a beaucoup au Japon, et donc c'est un domaine qui les intéresse. Imaginons que dans la matière du béton, je mette des nanocomposants qui aient une particularité, c'est qu'ils aient 2 formes. Ils peuvent être liquides ou solides. Alors, lorsque tout est calme, tranquille, etc., ils sont solides. Et puis, lorsqu'ils sont secoués, très fort, eh bien, ils deviennent liquides. Alors, imaginez, c'est dans le béton, le mur se fissure, immédiatement, les nanosystèmes deviennent liquides, remplissent cette fissure, la secousse s'arrête, immédiatement, ils se resolidifient, et au lieu que tout tombe, eh bien, ça tient. Voilà d'ailleurs des promesses, mais cette fois, on est encore dans le travail de laboratoire. C'est-à-dire qu'autant les nanomatériaux passifs, ceux dont on a parlé avant, beaucoup sont déjà commercialisés, autant ceux-là sont du domaine, aujourd'hui, du laboratoire. Alors, vous avez la version inverse, liquide solide, un peu plus américaine et un peu plus militaire. Imaginez un gilet pare-balles où, cette fois, au repos, tout est liquide. Alors, c'est souple, on peut se balader, tranquille. Et puis, il y a une balle qui arrive, ça fait un choc, et immédiatement, instantanément, pratiquement, ça se solidifie. Et donc, nous avons un gilet pare-balles liquide, enfin souple, évidemment, il y a quand même une enveloppe autour pour pas qu'il coule partout, mais qui nous permet donc de nous déplacer plus facilement. 2 applications, d'ailleurs inverses, on peut imaginer des particules qui sont solides au repos, liquides lorsqu'il y a une secousse, ou alors à l'inverse, liquide au repos et solide lorsqu'il y a une secousse. Alors là, nous avons fait quand même un bon tour d'horizon sur quelque chose d'assez large, puisque c'est peut-être ce dont on parle beaucoup dans les nanos, en fait, parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus gros champ de recherche. On a vu que la nanoélectronique, ça continuait, mais que les nanomatériaux, quand même, on a vu ces nanomatériaux extrêmement divers, en surface, en tube, en petites boules, en capsules. On les a vus avec des effets optiques, on les a vus avec des effets de surface, on les a vus avec des effets biologiques. Eh bien, maintenant, nous allons faire un tour dans la 3e et dernière forêt du haut. Alors, c'est une forêt aussi, tiens, il y a peut-être une ressemblance avec nos nanoélectroniques. C'est ce qu'on appelle des nanosystèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un nanosystème? Vous savez ce que c'est qu'un système? Il y a des systèmes mécaniques, vous avez des systèmes hydrauliques, ou des systèmes optiques. Eh bien, faisons la même chose. Et dans cette 2e forêt, on a mis une forêt de sapins, c'est plus joli, eh bien, nous allons être capables de faire des petits trous, des petits systèmes mécaniques. Alors, tout à fait honnêtement, on ne sait pas très bien aujourd'hui faire un système de taille nanoscopique, parce qu'on n'est pas aussi bon encore que ces circuits intégrés. Donc on parle de MEMS. Les MEMS, c'est Micro-Electronic Mechanical Systems.
donc micro-électromécanique control system, pardon. Et donc ça veut dire qu'on est aux tailles micro plutôt. Mais par contre, on travaille à la prochaine génération de taille nanométrique. Donc on est quand même capable de faire des petites trous dentés de taille microscopique et bientôt de taille nanoscopique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même celle du vivant. Voilà une autre à droite où là on est capable de faire de la nanofluidique. C'est-à-dire que vous avez des petits canaux et les petites boules, alors en fonction de l'aimant que vous avez en bas, eh bien vont aller à droite ou à gauche. Enfin, en haut ou en bas, pardon, puisqu'elles vont de gauche vers la droite ou la gauche. On peut imaginer des panneaux solaires aussi qui vont être capables de traiter l'optique. Donc finalement, on est capable de faire des systèmes qui ne sont pas simplement électroniques, mais qui vont être capables de faire de la mécanique, de l'hydraulique, de l'optique, de l'énergie. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un magnifique robot. Le robot dont on voyait tout à l'heure, c'est pour ça que certains se sont projetés dans l'avenir en disant on va faire des nanorobots. Bon, on n'en est pas là, on en est, vous voyez, encore taille micro et à faire des roues dentées qui sont finalement encore un peu grosses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces différents systèmes, eh bien, eux, ils ressemblent quand même comme deux gouttes d'eau à ceux qui sont arrivés un petit peu avant nous, hein, parce que le vivant, lui, eh bien, il fonctionne de la même manière. Alors pour ça, regardons un peu ce système-là. Ceci, alors, c'est ce que vous avez dans vos cellules. Vous avez dans vos cellules un système d'abord qui permet de stocker l'énergie. C'est-à-dire que quand vous mangez du sucre, bon, mangez quand même pas trop. C'est quoi la formule qu'il faut mettre manger et bouger, enfin bref, là-dessus. Donc c'est pas fin de pub. Dans ces moments-là, eh bien, vous allez pouvoir prendre, parce que vous êtes des animaux, de l'énergie, donc des protons de ce sucre. Et puis, ça va tomber dans un petit moteur que vous allez voir là, on va le voir tourner, et pour fabriquer une molécule chimique qui s'appelle l'ATP. L'ATP, c'est acide, alors c'est triphosphate, il y a 3 phosphates dedans, et donc ça veut dire que à un moment donné, eh bien, ça va stocker des tas de choses. Et puis, lorsqu'il relâche son énergie, eh bien, il n'en a plus que 2. Et à ce moment-là, eh bien, il est un peu flagada et il va venir se recharger. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, je vais vous montrer ce qui se passe dans votre cellule. Alors, voilà, c'est celui-là. Alors, en route pour le voyage à l'intérieur. Alors, cette fois, des nanos qui sont faites plutôt par la nature, parce que nous, on ne sait pas bien faire ça. Voilà ce qui se passe dans votre corps. Vous avez en haut, alors dans la membrane, vous voyez le petit moteur qui capte des systèmes de protons, donc des noyaux d'atomes, un noyau tout simple avec un proton. Et grâce à ça, ça tourne, ça fait tourner une petite mécanique dedans. Et vous voyez, ça ressemble à un moteur vraiment tout à fait classique. Je vous rassure, vous n'en avez pas un par cellule, vous en avez des tas et des tas, puisque en fait, c'est tout le système qui permet de fabriquer l'énergie chez vous. C'est un moteur tout à fait classique, sauf que ça existe depuis bien avant l'ère industrielle, puisque ça existe depuis quand même l'invention des cellules un peu sophistiquées, on va dire. Mais voyez, alors regardez bien ici, vous voyez, il y a un canal qui permet de ressortir les petits protons. Donc il y a même l'évacuation, hein, tout est prévu. Et ceci, en fait, est une protéine, comme on disait tout à l'heure. Voilà un exemple. Alors, une protéine, c'est quoi? C'est un long fil, en fait, d'acides aminés. Et ces protéines, eh bien, elles vont s'entortiller à tel point que, du coup, c'est un petit peu comme si, avec ça, eh bien, je formais une forme très complexe, comme on le voit ici. D'ailleurs, on a plusieurs, en fait, hein, des chaînes ici. Il y a une rouge, une verte, etc. Et puis, regardez, hop, un petit coup d'ATP qui rentre, d'ADP, pardon, c'est la version Flagada, et il ressort, hop, une molécule, cette fois, qui a stocké de l'énergie. Donc, le moteur a permis de comprimer tout ce qu'il fallait pour que la chimie permette de stocker de l'énergie. Voilà ce qui se passe dans nos cellules. Voilà la version un peu plus où on voit un peu mieux les petits filaments entortillés, en fait, de la protéine. Alors, maintenant, regardons un autre aspect de ce que fait le vivant, parce que ça nous donnera peut-être des idées de ce qu'on pourrait faire, et ça donne des idées d'ailleurs à des tas de gens en disant le jour où on arrivera à la taille de vivant, donc des molécules, on fera des trucs très sympas. Ceci, maintenant, est la kinésine. Alors, qu'est-ce que c'est que la kinésine? C'est encore un petit truc qui se balade. Alors, dans la cellule, vous avez un système de chemin de fer qui n'est pas géré par la SNCF, mais qui est géré par le système de la cellule, qui s'appelle le cytosquelette, qui permet, en fait, de relier les différents coins de la cellule. Parce que c'est bien beau, vous faites des trucs dans le noyau, vous faites des trucs à tel endroit, vous faites des protéines, etc. Mais comment on les achemine? Eh bien, il y a la SNCF des cellules, et on va se balader sur les rails. Sauf que sur les rails, eh bien, on n'y va pas en train, on y va à pied. Alors, je vais vous montrer comment cette protéine dessus va se promener sur les rails que vous voyez ici. Ce système qui est de taille nanométrique, eh bien, ressemble à un autre système, mais extrêmement sophistiqué. Et on y va à pied.
Bon, la démarche est un peu chaotique et un peu bizarre, mais voilà ce qui se passe tout le temps dans vos cellules. Et en ce moment même, pendant que je vous parle, je vous montre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, on voit effectivement apparaître des choses. Voilà. Allez, un petit coup pour la route, non? Ah si, voilà, il s'était arrêté. Voilà. Alors c'est un peu rigolo la façon de marcher d'ailleurs cette protéine, mais c'est des bouts de ficelle en fait. Et c'était intéressant que le vivant travaille avec des bouts de ficelle, enfin pardon, des chaînes, on dit, ça fait quand même plus correct, mais pour arriver à faire de la marche bipède, pratiquement, pour se déplacer d'un endroit à l'autre avec un système mécanique. Voilà un nanosystème, beaucoup plus sophistiqué d'ailleurs que ce qu'on fait nous les humains. Mais voilà ce que les promesses de ce qu'on peut imaginer quand nos petits systèmes, nos petits robots, au lieu d'être de taille milliscopique ou microscopique, eh bien, seront peut-être demain de taille nanoscopique. Alors évidemment, vous l'avez compris, ici, on est dans un monde déjà un peu plus futuriste, puisque on travaille plutôt au niveau micro, et le reste, on espère savoir le faire dans quelques années au niveau nano. Donc, on s'est promené là, sur la nanoélectronique, on a vu que ça existait déjà depuis 4-5 ans, hein, la nanoélectronique. On s'est promené sur les nanomatériaux, on a vu qu'il y en avait qui étaient futuristes, mais il y en avait d'autres qui existaient déjà, qui étaient commercialisés partout, sans compter ceux qui datent depuis, par exemple, l'épée de Daman, qui est une épée du Moyen-Âge, qui avait un tranchant absolument fantastique. C'est parce qu'ils n'avaient pas fait exprès, encore un coup, mais ils avaient mis des systèmes de nano qui permettaient d'avoir un tranchant d'épée redoutable. Mais donc on a des choses très anciennes, très nouvelles. Et puis dans les parties nanosystèmes, eh bien on a des choses qui sont beaucoup plus futuristes. Mais allons un cran plus loin et on va terminer par peut-être la partie encore plus futuriste. D'accord. Essayons d'aller sur la 4e partie. Alors d'abord, on n'est plus en haut. Donc on a fini de voir les différents systèmes de nano. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que s'il y avait 2 forêts et une prairie, c'est qu'il y a 2 façons de faire les choses. La première, c'est de graver de plus en plus finement. C'est ce que l'on fait en électronique. C'est comme ça aussi qu'on fait la mécanique, la fluidique, etc. Donc il faut tailler. Ou alors on fait des pochoirs aussi, des choses comme ça. Sauf que c'est de taille très petite, comme vous l'imaginez bien. Ou alors, eh bien, pour les nanomatériaux, on fait de la chimie. Donc tout ça, finalement, c'est des choses où on part du haut et puis, un peu comme Alice qui tombe dans le trou, eh bien, on va de plus en plus petit. Imaginons l'inverse. Imaginons des nanostructures qu'on appelle moléculaires ou atomiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va se poser la question un peu de cette manière-là. Et si, au lieu de graver les choses, de les usiner, de les mélanger en chimie, eh bien, on les assemblait une par une, molécule par molécule, ou atome par atome. Alors là, je vous arrête tout de suite. Nous sommes non plus dans le domaine de la recherche appliquée, mais dans le domaine de la recherche théorique, ou même dans certains cas de figure, peut-être du rêve. Nous ne sommes pas encore sûrs, évidemment, que nous allons tout faire. Mais on arrive à faire des choses. On arrive à faire des choses, et en particulier, un truc intéressant, c'est que tout à l'heure, au début, on a parlé de des microscopes à effet tunnel. Alors le microscope à effet tunnel a une particularité, c'est qu'en plus, il bouge un peu les atomes. Et donc on peut les déplacer. Alors il y a un gars d'IBM qui a trouvé rien de mieux que de faire le logo d'IBM, comme ça, atome par atome. Et ce que vous voyez, en fait, au microscope à effet tunnel, eh bien, c'est les pointes qui représentent les atomes et qui représentent donc le logo d'IBM. Donc on est capable, atome par atome. Bon, il a passé un certain temps quand même juste pour mettre quelques malheureux atomes. Donc si vous voulez fabriquer votre chat comme ça, là vous avez encore du temps. Et en plus, je suis pas sûr qu'il soit vivant loin de là. Mais ça veut dire qu'on peut commencer à débrider l'imagination. Amusons-nous. Première chose, et si on faisait une imprimante qui permettrait de fabriquer des objets atome par atome? Alors, démonstration en image de synthèse, parce que vous ne la trouverez pas encore dans le commerce, celle-là. Mais nous sommes évidemment dans la partie futuriste. Alors, pour cela, eh bien, nous avons une imprimante. Alors, c'est un petit laboratoire qui a fait ça pour imaginer ce qu'on pourrait faire demain. Et on va essayer de fabriquer quelque chose avec. Alors vous voyez cette personne-là, elle appuie et puis elle va dans notre système, eh bien on va fabriquer un objet quelconque. Mais comment faire pour assembler ça atome par atome? Il va falloir des systèmes de la taille de l'atome. Alors on va plonger dedans et dans ce système sur lequel pousse, vous voyez cet objet en fait, eh bien rentrons dedans et bien évidemment on sait pas le faire aujourd'hui. On saura peut-être le faire un jour, c'est pas tout à fait sûr. En fait, il y a des grands débats autour de ça. Mais on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe à cette taille-là. Eh bien, à cette taille-là, là, on est au millimètre. Bon, on voit pas grand-chose. Hein. Donc, on a des tas de choses qui apparaissent. Donc,
Voilà, des petites couches, bon, très bien, des assembleurs. On voit qu'il se passe des trucs, qu'il y a sûrement des tas d'usines là-dedans, mais on voit pas grand-chose. Alors, on va aller un peu plus profondément. On va faire comme tout à l'heure. On va regarder, et à la taille du micron, pratiquement, là, on est à 10 microns. 1 micron, on voit pas encore grand-chose. Parce que là, on voit qu'il y en a beaucoup des usines. Mais à 100 nanomètres, ça commence à devenir intéressant. Parce que à 10 nanomètres, eh bien, on voit nos usines qui vont commencer à tourner et fabriquer, atome par atome, assembler les différentes choses. Voilà ce qu'on imagine dans le futur. C'est d'une certaine manière pas très différent aussi, mais enfin à la fois très différent puisque c'est de l'auto-assemblage dans le vivant. Mais ici, eh bien, on est dans l'usine de la fabrication. On a des logos, sauf que les logos, là, on les perd vite parce qu'on les voit plus du tout. Et on arrive à fabriquer comme ça, en prenant des molécules ou des atomes, eh bien, à assembler les différentes choses. Alors, vous voyez, ici, on va assembler les choses. Alors, il commence un petit peu à ramer. Alors, très bien. Allons un cran plus loin. Et on pourrait se dire, bah, tiens, avec ça, je pourrais fabriquer des petites choses tellement petites que c'est de la poussière. Je vais faire de la smart dust en anglais, ce qui veut dire poussière intelligente. Moi, j'appelle ça poussière très chère, mais ça, par contre, on commence à savoir le faire. Imaginez des grains de poussière, alors pour l'instant, de taille encore à peu près du millimètre, et dedans, ils avaient des capteurs, de l'électronique, de la mécanique, tout ce que vous voulez pour faire n'importe quoi. Application possible, vous balancez ça sur un massif du sud de la France, et puis il y a des capteurs, qui est un petit capteur de chaleur qui dit ouïe, ça chauffe, ça va y avoir un feu. Alors, comme il n'a pas quand même une grande antenne, il envoie simplement un signal au petit grain de poussière qui est à côté, qu'il envoie à l'autre, etc., de proche en proche, pour dire ouïe, il y a le feu et à tel endroit. Et c'est donc la possibilité, en balançant de la poussière, enfin une poussière intelligente, de pouvoir effectivement détecter des choses. Bon, on imagine évidemment des applications militaires. Les militaires sont évidemment très intéressés aussi par ça. Mais on peut imaginer des choses comme ça. Alors, imaginons maintenant que j'essaye de faire ça avec des sortes d'atomes. Alors, qu'est-ce que ça ferait ? On va le prendre. Je l'ai oublié. Il est où ? Voilà, il est là. Ah oui, il faut que je fasse juste un petit... Ah, il va pas vouloir venir. Voilà, ça y est, se promène. Bon, on le verra tout à l'heure, il va revenir. Mais on verra comment on peut commencer à assembler des atomes. C'est pas très grave. Alors, allons plus loin. Vous avez pu voir une usine qui fabriquait n'importe quoi. De taille nanoscopique, et puis etc. Et même de taille gigantesque, parce qu'avec des milliards et des milliards de nano-usines. Et si avec ces milliards de nano-usines, je fabriquais des nano-usines qui fabriqueraient des nano-usines, qui fabriqueraient des nano-usines. Alors ça serait rigolo parce que finalement elles prennent à peu près tous les atomes qui traînent. Vous savez, alors cette fois on est dans le retour vers le futur. C'est-à-dire vous connaissez la voiture, on met la poubelle dedans, hop, on prend tous les atomes et on fait ce qu'on veut avec. Alors ça peut être pas mal, sauf qu'on imagine qu'à un moment donné le système il s'emballe et que les nano-usines elles prennent tous les atomes et puis quand elles en trouvent plus elles en prennent d'autres, si bien que la planète Terre devient recouverte d'une sorte de gelée grise, en anglais le grey goo. Alors là, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que l'ensemble de la planète est recouvert de nano-usines qui fabriquent des nano-usines à partir de nano-usines en utilisant tous les atomes. Comme ils ont déjà piqué tous les êtres humains, le bois, tout ce qui constitue la matière d'ici, bon, bah, ils se piquent eux-mêmes, après ça continue et il n'y a plus rien d'autre. Alors ça, c'est un peu futuriste hein, quand même. On ne sait pas si ça arrivera, mais c'est ce qu'on va vous présenter pour vous dire, regardez, ça c'est le danger des nanotechnologies. Comme ça, pendant ce temps-là, évidemment, on ne va pas trop se poser de questions sur les nanotechnologies que l'on utilise depuis 2, 3 ans, 5 ans ou 20 ans pour certaines. Mais comme ça, on peut dormir tranquille. Rassurez-vous, le grey goo, c'est pas tout à fait pour demain. Donc, on va y penser tranquillement, mais on a encore un peu le temps pour d'en débattre. Alors, finalement, nous avons vu à peu près les différents types de nanotechnologies. Nous avons vu dedans plutôt des promesses, des choses sympas, bon, des choses un petit peu effrayantes des fois, mais des choses un peu sympas. Mais ça pose quand même des questions. Alors, si je reprends ma série de films, dans Spider-Man, on dit à grand pouvoir, grande responsabilité. Eh bien, ça veut dire qu'il va peut-être falloir se poser des questions. Alors, pour ça, eh bien, on va aller à l'intérieur parce que finalement, derrière cette montagne, c'est un petit volcan. Et à l'intérieur du volcan, je vous propose de regarder ce qu'il y a. Il y a 4 trous qui représentent, ces 4 fosses, qui représentent 4 débats, 4 questions à se poser pour terminer un peu ce tour d'horizon. Après avoir vu toutes ces promesses, des choses fantastiques, nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème d'eau grâce à la possibilité de certaines molécules d'argent, par exemple en anneau, de filtrer l'eau parfaitement. Nous avons vu que nous pouvons guérir, nous pouvons faire des choses fantastiques. Mais évidemment, ça pose aussi des questions qui sont des questions, par exemple, sanitaires ou environnementales. Est-ce que c'est dangereux ?
Alors certaines non. Bon, les nanomolécules qui sont de l'eau, c'est pas très très dangereux. Certaines, bah oui. Et puis la majorité, j'en sais rien. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'en sait rien pour les nanos, mais même pour les produits chimiques qu'on utilise tous les jours, il y en a un bon paquet qui n'ont pas été vraiment testés. Parce que le problème, c'est que tout à l'heure, on parlait de médecine, et quand on fait un médicament, on le teste pendant pas mal d'années. Mais quand on fait un produit qui n'est pas médical, que ça soit agroalimentaire, vous le mangez, on s'en fiche, ou alors chimique, on le balance partout, on s'en fiche, eh bien on le teste un petit peu moins. Donc des fois, certains, on sait ce que ça fait, des fois, on ne sait pas. Et sur les nanos, c'est pareil. Sauf qu'en plus, on a quand même des réglementations, mais ces réglementations, elles sont prévues pour des systèmes en volume. Ça s'appelle l'application REACH, qui est donc un truc sur les matières toxiques où il faut faire attention. Eh bien, oui, d'accord, mais là, on est en surface, c'est pas du tout la même chose. Donc, on ne se pose pas forcément les bonnes questions et on va avoir un certain nombre de petits soucis là-dessus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces nanoparticules, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je peux les respirer. Les nanotubes, on a vu, si à l'air libre, c'est quand même plutôt dangereux. Ça fait un peu comme l'amiante. Pas tout à fait, mais ça ressemble un petit peu. On peut les mettre sur la peau, et puis c'est tellement petit que ça passe par les pores de la peau. Je peux les manger. D'ailleurs, vous en mangez. Je vous signale que si vous avez mangé de ce qu'on appelle de la nourriture chimique, pudiquement, ou ce que vous trouvez là-dedans, vous avez des nanocapsules qui contiennent les vitamines, qui contiennent les goûts, les choses comme ça, ou éventuellement des oméga 3 ou tout ce que vous voulez. C'est plus pratique parce que comme ça, on en met moins. Donc, vous avez juste à mettre des nanocapsules, et puis hop, ça se libère là-dedans. Bon, ben, vous en mangez tout le temps. Ça serait quand même bien qu'on se pose des questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Certains disent qu'il faut tout arrêter. Certains disent, ben non, on ne va pas arrêter le progrès. Et si on se posait la question un peu différemment en disant, essayons de voir qu'est-ce qui n'est pas toxique, essayons de voir qu'est-ce qui est toxique. Et puis quand on ne sait pas, ça ne veut pas dire que le danger, il est forcément sur la toxicité. Je vais vous présenter une nanoparticule incroyablement dangereuse qu'on utilise tous les jours. Ça s'appelle le diesel. La nanoparticule de diesel est extrêmement dangereuse pour l'être humain. Et cette nanoparticule, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pots catalytiques simplement pour s'en protéger. Donc en fait, on va faire simplement en sorte de réduire l'exposition. Donc ça veut dire que non seulement il faut qu'on fasse de la recherche pour comprendre si c'est toxique ou non, et éventuellement de façon cumulative, enfin il y a plein de questions qui se posent, et deuxièmement, eh bien, comment on va faire en sorte de pouvoir s'en protéger, y compris si c'est nocif ou y compris si on ne sait pas. Deuxième débat, c'est petit tous ces trucs-là. Donc si jamais je fais des puces ou des trucs comme ça qui peuvent passer par le trou d'une aiguille, ça c'est déjà le cas, on sait faire. Et vous savez qu'actuellement, par exemple, des jeunes dans une boîte de nuit espagnole se font mettre une puce sous le bras, ça vous permet comme ça de rentrer comme vous voulez, d'être détecté et de savoir qui vous êtes, et puis vous tapez sur le comptoir et hop, vous payez votre verre. Alors c'est rigolo, ça fait un peu fashion parce que les tatouages, les piercings, tout ça, c'est un peu démodé. Et donc comme ça, on se fait pucer. Mais si demain c'est tellement petit qu'on ne sait même pas qu'on reçoit des puces, là il faut se poser des questions parce que ça devient invisible à nous. Donc il y a des questions aussi de liberté individuelle à se poser. Troisième type de question, des questions de risque de voir dériver des usages. Qu'est-ce qui va se passer si on commence à fabriquer des hommes transformés? Certains vont devenir immortels en se réparant avec des nouvelles machines. Alors, il y aura ceux qui seront riches et immortels, et ceux qui seront pauvres et puis mortels. On va fabriquer les dieux, c'est bien, on retourne à l'Antiquité grecque. Et puis, dernière chose, c'est que si on ne fait pas ce débat-là, eh bien, on risque aussi un autre risque bien, bien grave, c'est de couper la société en deux. D'un côté, tous les citoyens, et de l'autre côté, une sorte de truc où on y met les politiques, les industriels, les chercheurs, en disant on veut plus de ça. Or, il y a des choses dont on ne veut pas peut-être, et c'est bien qu'on en discute. Je n'ai pas de réponse à vous donner, j'espère que vous allez partir d'ici avec des questions plutôt qu'avec des réponses. Qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut pas? Discutez-en ensemble. Si on n'en discute pas, eh bien là, il y a un véritable risque. Alors, on revient un petit peu en arrière, petit zoom arrière, pour revenir maintenant à la surface, ouf, et nous revenons au monde réel avec notre Alice, qui a pu découvrir à l'intérieur des nanomondes, avant même de découvrir encore la mécanique quantique qu'on ne voit pas bien. Et grâce à ça, eh bien, nous allons pouvoir faire peut-être nous poser des questions, parce que, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, en fait, le problème, c'est pas de prévenir l'avenir. Quant à l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Jean-Michel Cornu. Alors vous nous conseillez de partir avec des questions. On va essayer de vous en poser avant de partir quand même, hein. Des questions à propos de ces nanotechnologies, mesdames, messieurs, c'est à vous comme d'habitude dans les forums régionaux du savoir. Nous vous écoutons. Voilà, qui a des questions à poser à Jean-Michel Cornu? Je vous en prie, c'est le moment. Je sais que les nanotechnologies, quelquefois, déclenchent des réactions de peur et de rejet, comme à peu près toutes les nouveautés depuis longtemps. Il n'y a pas que les nanotechnologies, bien sûr, aussi, il y a les OGM, etc. Alors peut-être est-ce qu'il faudrait essayer de prendre les choses avant d'avoir des peurs paralysantes et donc d'avoir des réponses à des questions. Qui peut en avoir, là, des questions? Je vous en prie. Oui, monsieur, bonsoir. Parlez bien dans le micro et appuyez sur la touche rouge. Voilà. Appuyez sur la touche rouge, qu'on vous entende bien. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a en ce moment donc un transfert recherche-industrie qui est en train de se développer pour les nanotechnologies? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une filière industrielle nano qui va se développer? Alors la réponse est clairement oui. Tout à l'heure, je parlais déjà de 1000 tonnes déjà de nanotubes de carbone qui sont produits. Je crois que d'ailleurs, quand on parle de cuivre, on est plutôt à la trentaine de tonnes, donc on en est au début. Et il y a d'énormes budgets. Alors il y a des budgets évidemment de recherche, qui sont des recherches publiques et industrielles. Et ces recherches, elles sont souvent mixtes avec les industries. En France, par exemple, nous avons le pôle Minatech à Grenoble, et donc l'objectif est très clairement d'aller très très vite. Et c'est peut-être une question d'ailleurs, très très vite pour passer de la recherche à l'industrie et aux applications et à l'argent, avec les promesses qu'il y a. Juste un chiffre pour ça, c'est 14 millions de dollars déjà sur les nanos par an actuellement. On passe de 6000 publications en recherche à des applications totalement industrielles. La réponse vous convient, monsieur? J'ai une question en attendant les vôtres, hein. Moi, je m'intéresse, enfin, là, je pense en particulier aux plus jeunes d'entre nous. Quand on est intéressé par les nanotechnologies, les nanomatériaux, est-ce qu'il y a une filière de prédilection au niveau scolaire ou universitaire? Enfin, je veux dire, quelle est la voie? Est-ce qu'il vaut mieux faire de la chimie? Est-ce qu'il vaut mieux faire de la physique? Qu'est-ce qui débouche directement sur, ou moins indirectement sur les nanotechnologies? Alors, la réponse est assez simple, puisqu'en fait, on a vu que les nanotechnologies, c'était à la fois de la mécanique, c'était à la fois de la physique, donc c'est à la fois de la chimie, c'est à la fois de la biologie. Donc, suivant le type de nanotechnologie qui vous intéresse, en fait, on est bien sur une évolution, une sorte de biologie du XXIe siècle, de physique du XXIe siècle, de chimie du XXIe siècle. Et donc, il y a autant de filières qu'il y a de types de nano. Oui, donc finalement, un jour, il y aura des profs. Il y en a déjà. Hein. Il y a beaucoup déjà de cours de nano. Oui. Vous disiez, monsieur de Rossignol. Non, je me demandais si vous alliez parler de professeurs de nanotechnologie ou de nanoprofesseurs. Voilà, je pensais. Oui. D'accord. Non, des nanoprofesseurs, non, bien sûr que non. D'autres questions, je vous en prie, allez-y. Qui a peur des nanotechnologies? Puisque tout à l'heure, oui, madame, vous disiez non, ah non, d'accord. Oui, madame, bonsoir. Voilà, vous avez... Oui, bonsoir. Bon, j'ai peut-être pas tout à fait tout compris, mais il y a un article dans le Canard enchaîné de cette semaine, justement, sur les nanotechnologies, en particulier sur la nourriture. Donc, est-ce que l'on maîtrise bien? Il semblerait que le café, le sel, le sucre, sont concernés par ces nanotechnologies. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Merci. Alors, j'espère que vous n'allez pas partir tout de suite, parce que ce que j'ai à vous dire n'est pas forcément très très agréable, mais on en mange plein, on le disait tout à l'heure. Et le problème, c'est que les règles du jeu dans les industries agroalimentaires ne sont pas du tout les mêmes que celles dans les médicaments. Et donc, on a vu, par exemple, on savait déjà faire en laboratoire des médicaments vectorisés de type 2 qui permettraient de sauver des millions de gens, et on ne les met pas tout de suite en place parce qu'on veut vérifier. Et on fait absolument pas ça. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que vous mangez des nanocapsules dans tous les sens. Et on considère, alors le comité qui a été analysé ça, dit texto, on considère que dans l'état de nos connaissances actuelles, c'est pas dangereux. C'était juste pour vous rassurer. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir et on mange des nanocapsules. Oui, une question. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Effectivement, pour pas avoir peur, je crois qu'il faut d'abord savoir. Donc savoir que ça existe, savoir le tracer. Et quand on dit savoir le tracer, savoir où ça va après, puisque on a parlé de nanomatériaux
qui vont pouvoir, quand on les met dans le corps, nous guérir, faire ceci, cela. Comment ensuite on les élimine? Les déchets qu'on fabrique, on a déjà des problèmes avec. Comment on va pouvoir suivre, tracer ces nanomatériaux et comment ils vont être recyclés par la nature, si tant est que ce soit possible qu'ils soient recyclés? Alors, c'est une question vraiment très importante et en plus, elle permet de lever un lièvre très important. Le problème, c'est pas forcément les nanos. On a vu d'ailleurs que même des choses toxiques, on en avait tous les jours et on savait s'en préserver. La question, c'est de comprendre le cycle complet. Des fois, ça peut être extrêmement polluant au moment où on les fait. Des fois, au moment où on les utilise. Mais aussi quand on les rejette dans la nature. Alors on nous dit, bah ouais, mais c'est petit, il n'y en a pas beaucoup. C'est la même chose dans le mercure, sauf que les petits poissons, ils mangent ça, et puis ça s'accumule, et il y a plein de problèmes. Donc ça veut dire que la question aujourd'hui, elle est plus ou moins bien traitée, suivant les domaines nano, et c'est plutôt moins que plus. Donc une des choses qui me semble totalement fondamentale, c'est que la réflexion que l'on a actuellement sur les nanos soit une réflexion qui soit globale sur l'ensemble du cycle de vie. C'est évidemment une évidence, c'est aussi quelque chose qu'on devrait se poser sur tous les domaines, que ça soit fabriquer un ordinateur, c'est polluant, il faut pas de recyclage, etc. Et donc il y a des évacuations, il y a des problèmes. Tout à l'heure j'ai parlé des problèmes sanitaires, j'ai marqué sanitaires et environnementaux, on en a très peu parlé, mais il y a des vraies questions, par exemple sur on ne sait pas très bien si certaines nanoparticules qui ne sont pas dangereuses à certaines doses, eh bien, s'accumulent pas, par exemple, dans les poissons. On pense que les fullerenes, par exemple, s'accumulent assez facilement dans les poissons. Et que du coup, eh bien, on peut arriver à des concentrations dangereuses quand l'homme remange après ce qu'il a fabriqué par ailleurs. Voilà, la réponse vous convient, monsieur? Voilà, très bien. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aurais une question de nature un peu fondamentale. Vous avez parlé, Feynman disait qu'il y avait beaucoup de choses en dessous. Hein, c'est souvent une phrase considérée comme précurseur des nanotechnologies. Et donc Feynman faisait la mécanique quantique. Vous avez fait allusion à la mécanique quantique, justement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur la relation qu'il y a entre les nanotechnologies et les mécaniques quantiques? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a vu, par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé du graphène, qu'il y avait une couche d'anatomes, et donc on commençait à avoir des effets quantiques, donc des effets encore plus bizarres. La seule chose, c'est qu'on maîtrise pas très bien, à part les quelques fois où on a poussé atome par atome, mais on maîtrise pas encore très bien, et les effets quantiques arrivent quand on commence à avoir 1, 10, à une centaine d'atomes, on commence à plus voir beaucoup les effets quantiques. Donc ça veut dire que dans le bas des nanos, Feynman disait qu'il y a beaucoup de place en bas de l'échelle. Alors l'échelle macro, pour nous, c'est les nanos. Mais le bas de l'échelle nano, effectivement, c'est la quantique. Et à ce moment-là, il va se passer d'autres phénomènes. C'est une échelle aujourd'hui qu'on maîtrise pas bien, donc on est plutôt dans la recherche que dans les applications. On fabrique pas beaucoup de phénomènes quantiques, quoique, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses autour de nous qui sont malgré tout quantiques. Donc c'est quelque chose qui bouge beaucoup quand même. Oui, j'ai une question de la part de monsieur. Oui, non, c'était simplement pour compléter, parce que là, vous posez la question de l'observation et de la capacité à voir les choses à cette échelle nanométrique. Et on parle souvent des grands laboratoires aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Mais il faut savoir qu'au Madrier, ici, j'en profite quand même pour le dire, parce qu'il faut quand même le souligner quand on a des pôles d'excellence en Haute-Normandie dans notre région. Au Madrier, ici, il y a un des laboratoires, ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, du groupe de physique des matériaux, qui fait partie de ces grands réseaux de recherche que structure la région, et qui a eu des récompenses au niveau national et international tout à fait d'excellence dans ce domaine de les microscopes, si on peut dire, en 3 dimensions à l'échelle nanométrique. Il y a notamment eu Monsieur D'Acosta, qui est ingénieur, qui a mis en place, si vous voulez, le microscope lui-même, qui a eu la médaille du CNRS pour l'année dernière pour cet aspect-là des choses. Donc il faut quand même le signaler, je crois. On a vraiment, ici en Haute-Normandie, des gens qui travaillent dans ce domaine au niveau de la recherche et qui sont vraiment en pointe à l'échelle internationale. Voilà, c'est un cocorico CAUX. Non, mais on a bien le droit de temps en temps. Oui, une question. Je reviens à vous, madame, tout à l'heure. Oui, bonsoir. Une question un peu naïve. J'ai bien vu qu'on arrivait à des nano quelque chose, mais je ne sais pas trop de quoi on part. Est-ce qu'en fait, cette nouvelle technologie va nous exonérer des problèmes de la raréfaction des matières premières et des énergies fossiles? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça va solutionner toutes nos angoisses sur l'avenir où manifestement on manquera de matières premières traditionnelles et d'énergie? J'ai peur que ça ne solutionne pas beaucoup les angoisses. En fait, c'est intéressant parce que comme partout en nano, c'est un peu normand, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on voit apparaître, c'est que il y a des problèmes, par exemple, sur les nanos au niveau énergétique. Par exemple, le solaire.
On en a parlé tout à l'heure. La capacité de stockage. En fait, pourquoi on utilise beaucoup des énergies fossiles? C'est simplement parce qu'on sait très très mal stocker l'énergie électrique et beaucoup mieux l'énergie chimique sous forme de pétrole ou d'hydrocarbures. Et donc, si demain on arrive à fabriquer des systèmes de stockage énergie, c'est une promesse absolument fantastique. Donc, sur les aspects énergétiques, ça pourrait, et j'utilise le conditionnel exprès, être une véritable révolution, à condition, premièrement, qu'on y arrive. Donc on a des prémices, mais c'est pas parce qu'on stocke 3 atomes d'hydrogène dans des petites boules qu'on arrive à le faire à une échelle de milliards. Et deuxièmement aussi qu'on fasse pas n'importe quoi, c'est-à-dire que d'un côté on résolve pas un problème pour en créer des nouveaux. Donc en fait, la réponse peut être oui si on est intelligent, et la question c'est est-on intelligent? Bon, alors là, je laisse vraiment la question en suspens. Est-ce que la réponse vous satisfait, monsieur? Vous voulez ajouter quelque chose? Pour les énergies, oui, mais pour toutes les matières premières, on va bientôt manquer dans 50 ans. Alors, en fait, on voit que dans les matières premières, alors il y a des matières premières qui sont difficilement remplaçables, c'est celles qu'on utilise le moins. Actuellement, il y a un truc qui est passé absolument inaperçu, c'est la guerre qu'il y a de la Chine contre le reste du monde sur les terres rares. Oui. Les terres rares, c'est un truc qui n'existe pratiquement à 90% qu'en Chine, et il en faut un tout petit peu, mais vraiment très 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 peu, mais de façon indispensable pour faire un circuit intégré. Et les Chinois disent, ouais d'accord, mais maintenant on ne peut pas la gâcher, donc on ne va pas vous la donner parce que nous on en fabrique déjà des circuits intégrés, et donc tant pis, c'est plus pour vous. Donc ce qui veut dire que si on continue comme ça, dans très peu de temps, la Chine sera le seul constructeur de technologie au monde, simplement parce qu'il verrouille. Donc il y a une réponse sur certains produits. Ce qui peut se passer, une des promesses, alors peut-être à long terme, là, des nanotechnologies, c'est que avec les atomes programmables dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, on pourrait imaginer de pouvoir pallier certaines propriétés qui n'existent que dans certains matériaux naturels en faisant des nouveaux. Donc on pourrait espérer, et encore une fois j'utilise le conditionnel, qu'on fabrique des nouveaux matériaux nanostructurés ou nano quelque chose qui permettent d'avoir des fonctionnalités que l'on ne trouverait pas ailleurs. Après, la question de capacité, par exemple, de pourquoi on a besoin de tels matériaux en très grande quantité, c'est souvent parce que c'est des matériaux très résistants et on a vu qu'on pouvait faire des choses avec beaucoup plus légers, avec beaucoup moins de matière. Lorsqu'on a des nanotubes qui sont 1000 fois plus résistants que l'acier et 6 fois plus résistants et 1000 fois plus légers, pardon, 6 fois plus légers et 1000 fois plus résistants, je vais y arriver, eh bien, ça veut dire que je peux faire avec 6000 fois moins de matière la même chose que ce que je fais avec l'acier. Donc ça pourrait être une réponse si on savait passer à l'échelle, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, évidemment, là-dessus. Donc la réponse elle est toujours en suspens. Décidément, je ne donne pas beaucoup de réponses finales. J'ai le droit de vous poser une colle. Là, les fameuses terres rares, on peut en citer quelques-unes. Je crois que ça fait l'actualité de pas mal de revues scientifiques en ce moment. Oui, il y a Scénarium, il y a des choses comme ça. Enfin, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les terres rares aussi, parce qu'il y a d'autres produits qu'on trouve qu'au Brésil et d'autres qu'on trouve qu'en Afrique. Et on a besoin de ces trois-là. Il y a les terres rares et puis il y a les autres. J'ai oublié les noms d'ailleurs. Ce qui est intéressant, rassurez-vous, les mines africaines ont déjà été achetées par les Chinois, donc le problème est réglé. D'accord. Oui, madame, je vous ai snobé à 2 ou 3 reprises, pardonnez-moi. Allez-y. Oui, bon, je voulais seulement dire qu'il était quand même très regrettable que les aliments, les diverses nanoparticules qui sont mises sur le marché, le sont sans qu'il y ait eu aucun débat citoyen. Alors on voit que ça se passe comme pour les organismes génétiquement modifiés, qu'on va avoir, excusez-moi l'expression, sur les bretelles, un certain nombre de choses à régler dans les années qui viennent, même peut-être lointaines, comme nous nous retrouvons à passer aux générations futures les déchets du nucléaire dont on nous avait toujours dit qu'on trouverait des solutions. Donc on recommence toujours le même en ne prenant aucune précaution. C'est quand même très regrettable dans une société qui se veut démocratique. Alors, madame, j'ai le regret de vous dire que vous avez 2 fois raison. 2 fois raison parce que le débat citoyen intervient après le début. Alors, un peu moins longtemps que les OGM, donc on a fait des progrès là-dessus, si c'est un progrès, il y en a, mais il arrive maintenant, le débat citoyen. Il y a eu des débats citoyens, par exemple, organisés récemment, enfin ces 2-3 dernières années. Et le gros débat national citoyen, j'ai le regret de vous dire qu'il a échoué. Et qu'il a échoué pourquoi ? Parce qu'il faudra qu'on apprenne à faire un débat citoyen. Et ça veut dire aussi comment on fait. Si jamais moi je venais en étant un industriel ou un militant,
je pourrais être d'un côté ou de l'autre. Je vous aurais pas présenté ce que j'avais fait, je vous aurais fait une demi-heure parce que j'aurais présenté la moitié. Et le problème, c'est que souvent, effectivement, et c'est pour ça que j'ai utilisé, alors de façon cachée dans ma présentation, vous avez vu que je me suis amusé à mettre un territoire, un paysage. Pourquoi? Parce que notre cerveau, si jamais, et là j'utilise les sciences cognitives pour vous parler des nano, mais si jamais j'utilise le discours simplement, c'est-à-dire simplement ma voix, eh bien je ne peux vous parler que d'un seul côté. Et comme on a besoin de parler d'un ensemble d'aspects, je ne peux que les territorialiser. Et donc le fait d'utiliser un territoire, c'est une des techniques qu'on a redécouvert dans sciences cognitives récemment, permet de présenter des tas d'aspects. D'abord de séparer les différents lieux. Donc maintenant vous savez qu'il y a plusieurs types de nanotechnologies, qu'il y a des forêts, des prairies, pardon on ne les présente pas comme ça, mais qu'il y a des façons de les faire différentes. Et donc il faut probablement qu'on réapprenne à faire un débat citoyen, parce que le grand danger, et une des choses qui m'a le plus effrayé quand j'ai travaillé sur pas simplement les nanos, mais les nanos, les biotechnologies, l'informatique également, les sciences cognitives, les neurosciences. C'est que le débat a été capturé par deux types de personnes aux États-Unis. D'un côté, les industriels et les militaires, de l'autre côté, les militants. Et il se trouve que, manque de chance, ils sont tombés d'accord. Ils sont tombés d'accord sur un rapport qui s'appelle, rapport NBIC, nano, bio, informatique, cognition, l'homme transformé, la transformation humaine. Et ben, je peux vous dire que les deux extrêmes, qui sont normalement opposés, sont tombés d'accord sur quelque chose qui est probablement opposé à l'ensemble de toute la population. Donc je crois que de mettre que d'un côté les pour et de l'autre côté les contre, c'est à un moment donné le danger d'être complètement à l'inverse de ce que peut penser la moyenne de nous tous, c'est-à-dire nous, ici. Et donc il me semble absolument fondamental de réapprendre. Parce que nous avons fait des choses fantastiques, nous sommes capables d'envoyer un homme sur la Lune, nous sommes capables de faire des choses incroyablement fantastiques. Nous ne sommes pas encore capables de gérer nos propres conflits d'intérêts. Et donc, d'un côté, nous sommes un animal incroyablement évolué, de l'autre côté, un animal incroyablement bête. Comme disait Rousseau, notre liberté d'homme, c'est d'être plus fort ou plus faible que la nature. Et c'est donc à nous de sortir de ça. Et comme on a de plus en plus de pouvoir, et à Rousseau, déjà, on pouvait faire des génocides, mais aujourd'hui, avec les moyens que l'on a, on peut faire des choses absolument extraordinaires. On peut faire en sorte que tout le monde vive bien sur cette planète sans aucun problème, ou alors on peut simplement tout juste détruire la planète ou détruire l'espèce humaine. Je crois que les débats, les forums de ce type d'ailleurs, sont précisément là pour instituer ce débat citoyen qui semble faire défaut. Oui, il y a une question là-bas, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais vous reparler des médicaments vectorisés. Donc vous avez parlé des médicaments qui reconnaissaient les cellules cancéreuses. Et est-ce qu'une technologie similaire a été développée pour le virion du sida? Alors, à ma connaissance, là, j'avoue que je ne connais pas toutes les recherches. Je crois qu'il y a des recherches dessus, mais je ne suis pas sûr que on ait abouti, parce que là, on est effectivement, on est sur un virus. Donc c'est un problème différent, puisque là, on n'est plus simplement à s'attaquer à des cellules. Je crois qu'il y a des travaux. On est plutôt dans les aspects un peu plus futuristes, où on voudrait vraiment arriver à faire des médicaments vectorisés qui puissent attaquer un virus particulier. Et donc je ne sais pas vous donner exactement l'état des recherches actuelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de recherches dans ce domaine-là sur le monde. Alors les premières qui ont abouti, c'est celles que j'ai présentées sur le cancer, mais sur le sida, il y a des recherches. Par contre, je ne sais pas si elles sont prêtes ou loin d'aboutir. Donc à regarder. En tout cas, il y a un clip télé anti-sida, enfin pour la lutte contre le sida, qui est très vectorisé, que je trouve assez désagréable, avec une balle. Oui, monsieur, bonsoir. Je crois qu'il y a une question, oui. Oui, bonsoir. J'aimerais connaître votre point de vue sur le domaine d'application des nanotechnologies, qui sera, à votre avis, le plus spectaculaire dans les années qui viennent, qui impactera le plus la vie de l'homme, et pourquoi pas évoquer un sujet important qui est la régulation de la température sur Terre, parce qu'on sait très bien que le réchauffement de la planète, c'est un vaste sujet. Il y a des scientifiques qui ont imaginé des tas de trucs, envoyé des ballons de je ne sais quoi, enfin bon, voilà. Est-ce que ce domaine pourrait être un domaine d'application pour les nanotechnologies, par exemple? Alors, c'est vrai qu'un des problèmes qu'on a actuellement sur notre planète, c'est qu'avant qu'un certain nombre des technologies aboutissent, on risque de ne plus avoir de planète. Donc, ça serait bien quand même qu'on puisse voir la suite. Et donc, la question du réchauffement climatique, par exemple, est une question assez complexe, dont une des pistes est de dire est-ce qu'on ne peut pas utiliser la science au secours de nos problèmes? Et donc, la géo-ingénierie qui consiste à essayer de faire des tas de choses là-dessus. Le seul problème de cette démarche-là, il y a beaucoup de travaux là-dessus, y compris en mettant des nanoparticules d'argent dans la mer. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont pensées. Seulement, le seul problème qu'on a par rapport à nos expériences de laboratoire, c'est qu'on n'a qu'une seule Terre. Et donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc,
il y a les avis divergent sur l'efficacité de telle chose ou sur le risque d'aggraver ou non. Donc il y a une vraie réflexion sur la géoingénierie. Donc c'est pas forcément, ça peut être une application qui pourrait être spectaculaire. J'ai du mal à répondre à votre question parce que le côté spectaculaire peut arriver de où on l'attend pas. Tout à l'heure, j'ai parlé d'invisibilité. C'est pas quelque chose qu'on présente en général quand on parle des nanos. On vous parle de métaux, ou on vous parle de nanorobots, ou on vous parle de tas de choses comme ça. Et donc, c'est difficile de voir les endroits où ça va exploser complètement. Donc, ça peut venir de là où on ne l'attend pas, je dirais. Oui, monsieur. En parlant d'invisibilité, vous aviez promis tout d'abord, il faut rappeler à G. Wells quand même, mais vous avez promis tout à l'heure de parler des aspects métaphysiques ou philosophiques de l'invisibilité dans votre exposé, non? Il me semblait. Alors, je sais pas si j'ai promis ça, mais je veux bien vous en parler. Ça, c'est un piège. Non, c'est intéressant parce que j'avais parlé de la question éthique de l'invisibilité, parce que effectivement, ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure, je peux m'amuser à citer Spiderman parce que tant qu'à faire la philosophie, autant citer les grands auteurs, mais de grand pouvoir, grande responsabilité. Non, ce que ça veut dire, c'est que actuellement, on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Je me suis amusé à faire une petite expérience en fait. Je vais vous dire tout en travaillant sur l'ensemble des technologies. C'est-à-dire les nanos, la bio, l'informatique, la cognition. J'ai dit, voilà, plutôt que de me demander qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, et j'ai dit, on va faire autrement. Je vais prendre une histoire qui n'a rien à voir avec le futur, mais une histoire à côté, imaginée par un être humain, et donc un roman. Et je vais essayer de voir si tout ce qui est imaginé pourrait exister dans les laboratoires. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Harry Potter. Je vous en ai présenté un élément, la cape d'invisibilité. La baguette magique que je l'ai achetée, elle est commercialisée depuis septembre. C'est une télécommande. Et la troisième chose, si vous avez le dernier opus d'Harry Potter, c'est une pierre de résurrection qui vous permet de parler avec les morts. Et on fait ça très très bien aujourd'hui avec des avatars qui ont la personnalité, la voix, la forme, etc. des personnes mortes. Si bien que, en fait, en gros, à peu près 100% ou presque de quelque chose qui a été imaginé existe déjà dans les laboratoires. Le balai volant, ça va être pas très facile. Sauf, effectivement, sur l'énergie, où on n'est pas très très bon. Donc, tout ce qui est information, y compris la lumière, on fait des choses absolument incroyables. Et tout ce que vous avez dans Harry Potter en information, vous l'avez. Tout ce qui est en énergie et le balai volant, ça marche pas bien. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, le monde, au lieu de demander simplement de poser la question quel sera le monde de demain, eh bien, c'est à nous de le choisir. Parce que si vous voulez le monde, nous avons tout ce qu'il faut en laboratoire pour faire demain le monde d'Harry Potter ou celui de Mad Max. Maintenant, si vous ne choisissez pas aujourd'hui, si nous ne choisissons pas aujourd'hui le monde dans lequel on va vivre demain, parce qu'on a à peu près la possibilité de faire tout ce qu'on veut, eh bien, vous savez, il y a une grande loi qui s'appelle la loi de la tartine beurrée, ça tombe toujours du mauvais côté, et j'ai bien peur qu'on se retrouve avec le monde de Mad Max. Donc ça veut dire que la vraie question qui se pose, pas simplement derrière l'invisibilité, mais derrière la capacité de mettre tous nos rêves, d'incarner nos rêves, pas simplement dans des romans, mais dans le réel, et pas simplement derrière un écran, comme on l'a fait avec l'informatique de façon incroyable au XXe siècle, mais dans la matière et dans nos propres corps au XXIe siècle, eh bien, nous donne aujourd'hui la possibilité de faire le monde le plus merveilleux ou le plus terrible. Et donc la question n'est plus du tout une question de quel sera le monde, mais quel monde on veut. Et c'est ça l'urgence. En fait, si vous repartez qu'avec une seule question, choisissons notre monde, à ce moment-là, je serai heureux. Il y a de grandes études très très sérieuses sur la loi de la tartine beurrée. Hein. Oui, monsieur, bonsoir. Bonjour. C'était parce que vous avez dit que les nanotechnologies, on pouvait découvrir un feu. Et ça intéressait aussi les militaires parce que ça pouvait faire caméra. Mais est-ce que l'État ne devrait pas développer une loi pour interdire ou limiter? Parce que si chacun peut déposer une poussière avec des caméras, ça la fera un peu à la Big Brother. Tout le monde pourrait surveiller tout le monde et on fera comme des moutons. On penserait que comme l'État ou ça devrait pouvoir devenir une dictature ou quelque chose. Question politique. Hein, oui, une question très politique et très intéressante. Et je vais dire, en fait, le problème, c'est que si on fait une loi, il n'y aura plus que les pirates et les terroristes qui l'utiliseront, les caméras. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus les personnes classiques. En fait, quand on parlait justement, je parlais de smart dust, donc ces poussières intelligentes, c'est très difficile de savoir évidemment ce qu'il y a dans le système militaire. Mais d'après les informations que j'ai, apparemment, les premiers tests de smart dust, donc qui captaient pas avec des caméras, là, mais qui captaient tout, c'est-à-dire avec la chaleur, les ondes, etc., le positionnement des personnes et tout, ont été utilisés lors de la deuxième guerre en Irak pour la première fois. Donc ça veut dire que la loi est déjà un petit peu en retard. Voilà, donc les politiques en retard, mais non, nous rêvons.
Voilà, une question là-bas, en haut à gauche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je découvre un petit peu le sujet et j'ai une réflexion peut-être un petit peu délirante. Vous avez cité tout à l'heure que les nanoparticules pouvaient être inhalées. Qu'est-ce que cela apporterait si des nanoparticules pouvaient être créées, inhalées, à un mode plus collectif, à savoir changer le comportement, les sensations, la sensibilité? Est-ce qu'il y a déjà des tests, des recherches qui ont été dans ce sens-là, et est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, alors c'est vrai que, par exemple, avec des neurotransmetteurs, alors ça, il n'y a pas besoin de nano pour ça, parce que ça existe depuis un certain temps, avec des neurotransmetteurs ou des tas de choses, on essaie de faire. Vous avez remarqué déjà, sans nano, si vous allez dans le métro parisien, à un moment donné, à une certaine heure, vous vous dites, tiens, j'ai envie de manger un pain au chocolat ou du pain. Pourquoi? Simplement parce que vous avez un truc tout caoutchouteux qui est vendu à côté, mais on vous balance simplement des odeurs et vous avez un comportement collectif. Comme les autres, vous allez acheter votre morceau de pain ou votre croissant chez les personnes. Donc malheureusement, en fait, il n'y a pas besoin de nano pour ça. Ça existe déjà, ça s'appelle du marketing, paraît-il. Mais donc la manipulation, il se trouve qu'un des problèmes de l'inhalation, c'est que le sens de l'odorat est un des sens où on fait le plus facilement comment ça s'appelle, vous savez, quand on est avec les yeux, on voit une image subliminale. On fait du subliminal très facilement parce qu'on se rend même pas compte que c'est pas à cause de l'odeur, même quand elle est forte, qu'on a envie d'acheter un truc. Et puis une fois que vous avez acheté le fameux truc parce que vous dites, oh là là, ça sent super bon, eh bien vous vous retrouvez avec un bout de caoutchouc bizarre, pas terrible. Donc malheureusement, c'est une question que vous posez extrêmement ancienne, qui utilise des technologies extrêmement classiques qui sont de balancer des odeurs, par exemple, pour avoir des comportements collectifs. Mais on pourrait, et la question qui est très intéressante, c'est qu'on fait ça avec des ondes électromagnétiques aujourd'hui. Par exemple, une technique qui est utilisée, c'est les techniques militaires qui sont utilisées dans les signatures de contrats civils, industriels. Vous allez, je sais pas moi, dans une boîte américaine, et puis vous allez négocier un contrat, et puis finalement, quand vous repartez, vous dites mais j'ai signé n'importe quoi, simplement parce qu'on a un peu abaissé votre volonté, et ça, on fait ça très très bien aujourd'hui. La question qui serait intéressante, si je reprends votre question, c'est est-ce qu'on pourrait réfléchir, pas simplement à empêcher des comportements négatifs, mais aussi à provoquer des comportements positifs. Alors c'est ce qu'on fait aussi toujours dans le métro ou dans certains endroits, où en mettant des musiques, donc dans ce cas-là c'est pas l'inhalation, mais des musiques douces pour éviter que tout le monde se tape dessus. Donc il y a des choses comme ça, mais on pourrait peut-être effectivement avoir des champs de recherche, pas simplement pour empêcher les problèmes, mais aussi pour permettre des solutions, ce qui n'est pas du tout la même type de recherche. Là encore, on retombe sur un problème politique. C'est quand vous parlez de positif et de négatif, il va falloir que la politique le détermine. D'autres questions encore? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'imagine que le débat citoyen risque d'être extrêmement compliqué parce que derrière tous ces problèmes des nanotechnologies, il y a, j'imagine, un problème économique énorme, des enjeux économiques énormes et qui risque de fausser absolument tout le débat démocratique. Alors, le point que vous soulevez porte un nom très simple, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et il se trouve que si on prend, appelons les choses par leurs mots, aujourd'hui, là je vais recreuser un tout petit peu l'histoire que je vous ai dit, je vous ai un petit peu manipulé avec mes plans et tout ça, mais il se trouve qu'on a découvert qu'on avait deux façons de penser et pas une. La première, elle est bien connue, c'est le discours, donc ça nous permet de mettre des idées les unes après les autres. Alors avec cette technique-là, en gros, qu'est-ce que c'est qu'un discours? C'est un truc où il y a un point de départ, une question, un cheminement, et un point d'arrivée. Et là-dessus, il se trouve, et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que on est limité, vous êtes limité à 3 idées les unes après les autres. Alors j'ai une mauvaise nouvelle encore pire, c'est que moi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que nous tous, les animaux et les humains. Et pourtant, depuis le temps qu'on cause, ça veut dire que malgré tout, on a dû en faire, on a dépassé ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution pour dépasser notre limite à 3, et ça s'appelle le langage symbolique, c'est ce qu'on a appris quand on était petit. Parce que nous partageons un langage, le français, que l'on a appris quand on était petit, on a stocké dans notre mémoire à long terme la capacité d'avoir des mots supplémentaires qui évitent que notre petite mémoire à court terme soit saturée. On a une deuxième mémoire, on a une deuxième façon de penser. Cette deuxième, c'est quand vous regardez un plan. À ce moment-là, vous pouvez faire des tas de choses, mais là, on est limité à 5, 6 ou 7. Jusqu'à 9 dans le meilleur des cas. Et là, eh bien, on n'a pas de solution. Ou du moins, on avait des solutions, on les a un peu oubliées. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre intelligence? Je suis capable d'avoir une question de départ, un point d'arrivée.
Donc super, nous avons inventé et nous sommes vachement bons en philosophie, en sciences, en politique, en tout ça. Maintenant, deux, trois exemples de choses qu'on ne sait pas bien faire, que nous, les humains, nous ne savons pas bien faire à cause de cette autre forme d'intelligence qui est sous-estimée. Si j'ai un point de départ, 2 points d'arrivée, en gros, un conflit d'intérêts. Nous parlons des nanos, il y en a un qui pense argent, l'autre qui pense santé publique. Eh bien ça, il y a un point de départ, 2 points d'arrivée, désolé, mais avec le discours, à part si vous faites des polyphonies corses, pour parler en même temps, on n'y arrive pas bien. Deuxième chose qu'on ne sait pas bien faire, parlons de la même chose avec tous nos points de vue. Si je mets une statue ici, vous allez me dire, oh, elle a une belle tête. Moi, je dis, moi, je vois que les fesses. En fait, on ne voit pas la même chose. On a plusieurs points de départ et un point d'arrivée. Et à ce moment-là, eh bien, de nouveau, notre discours, toute notre intelligence, l'humain, c'est pas l'humain qui est intelligent. L'humain, c'est un animal qui sait parler, avec un langage symbolique, c'est sa spécificité. Et c'est parce qu'on sait parler, aujourd'hui, des anthropologues, que l'on est devenu intelligent. Et c'est aussi pour ça, parce que notre intelligence est l'intelligence de la parole, que nous avons la limitation d'être incapable de gérer le conflit d'intérêts correctement, d'être incapable de penser à plusieurs correctement. Et pour arriver à sortir de ça, eh bien, il faudrait arriver à trouver quelque chose de symbolique dans notre mémoire à long terme que l'on pourrait partager. Et ce truc à partager, peut-être, ça ne serait pas un langage, parce que ce n'est pas un discours qu'on va faire, ça pourrait être un plan. Alors, en fait, ce que j'ai utilisé une vieille technique qui existe depuis les Grecs, qui a disparu à la Renaissance, on l'a oublié complètement. Je vous le faire en 2 minutes, c'est simple. Vous avez les moines, par exemple, au Moyen-Âge, pour penser, ils prenaient un plan qu'ils connaissaient parfaitement par cœur, les plans de leur église, leur cathédrale, et il y avait 200 endroits, une statue, un vitrail, etc., enfin des vitraux, tout ce que vous voulez. Et là-dedans, eh bien, ils vont y mettre telle idée, telle idée, telle idée, et après, ils pouvaient se balader mentalement. Donc, de la même manière que nous avons des mots pour incarner les idées et dépasser nos 3 idées, eh bien, on pourrait avoir des morceaux de plans pour faire ça. Et c'est très exactement la raison pour laquelle l'île a été présentée. Vous en avez vu une partie nano ce soir, mais il y a une partie biotechnologie, une partie informatique, une partie cognition, une partie éthique, etc., une partie énergétique aussi. Et donc, en fait, on a besoin de réinventer effectivement ça, parce que sinon, en gros, nous sommes aujourd'hui, notre problème, c'est pas d'être des humains, c'est que nous sommes moitié humains, moitié singes. Sur la première pensée, nous sommes incroyablement humains, nous sommes incroyablement capables de faire un homme sur la Lune, même d'inventer une bombe atomique. Et nous sommes incroyablement pas humains dans notre mode de pensée, donc nous sommes incapables de gérer le conflit d'intérêts, si bien qu'on se l'envoie sur la tronche, la bombe atomique. Et c'est ça notre problème. Donc en fait, il faut que si on arrive à faire des technologies extrêmement fantastiques, il ne faut pas simplement savoir où est-ce qu'on est fort, il faut savoir où est-ce qu'on a des progrès, nous, humains, à faire. Et la vraie question, le mot-clé, c'est conflit d'intérêts. Comment on va gérer ça ? Et vous avez une piste pour s'approprier cette carte mentale qui nous manque, si j'ai bien compris, quoi. Je vais faire la publicité pour mon livre, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il s'est passé un truc très bizarre. C'est qu'il y a 2 ans, 3 ans, j'ai rencontré Alain Berthos, qui est un grand neurobiologiste, qui dit c'est absolument incroyable. Toute la communauté en neuro, on est un peu surpris, mais il s'est passé quelque chose. On découvre qu'on a plusieurs modes de pensée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré une personne qui travaillait en anthropologie, qui me dit, mais c'est absolument incroyable, on vient de découvrir un truc aussi. Elle a sorti son livre là, après 7 ans de travail, elle a découvert qu'il y avait plusieurs modes de pensée. Et puis, récemment, une historienne, enfin récemment, ça fait 4-5 ans, 6 ans, une historienne américaine, Mary Carruthers, a montré que l'art de la mémoire, ce qu'on appelait l'art de la mémoire au Moyen-Âge, etc., eh bien, n'était pas un art de la mémoire, mais un art de pensée. Donc, en fait, plein de domaines sont en train de nous dire ce que nous savions faire avant, au moins sur certaines catégories de la société, avant la Renaissance. Nous sommes tellement fiers de notre science qu'on a incroyablement développée depuis le XVIIe siècle, c'est fantastique. Notre science du point de départ, un chemin, un point d'arrivée, elle est extraordinaire. Elle a fait des progrès fantastiques depuis Descartes, depuis Newton. Eh bien, nous avons juste oublié l'autre. Et donc... alors vous avez maintenant de plus en plus de tests comme ça, et puis je pourrais vous donner aussi l'adresse, on le mettra sur le site peut-être, de l'île, où vous pouvez trouver un peu comment ça marche. Alors, j'ai bien compris votre clin d'œil dans le conflit d'intérêts, là. Je voudrais annoncer l'existence donc de cet ouvrage, entre autres, de Jean-Michel Cornu, qui s'intitule « Nouvelle technologie, nouvelle pensée, point d'interrogation ».
Et Jean-Michel Cornu me disait tout à l'heure que si vous voulez vous le procurer, il fallait passer par le site, hein, c'est bien ça, de l'édition, des éditions FIP, FY, et non pas France Inter Paris, mais FYP, de manière à le commander. Hein. C'est bien ça, Jean-Michel Cornu? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, bon, Rançon du succès, il est actuellement épuisé, donc il y a encore des stocks cachés, quand même, m'a dit l'éditeur. Il manque d'ATP qu'il va falloir voilà, le requinquer. donc on va le requinquer un petit peu, mais si vous êtes pressé, voilà, vous pouvez l'avoir. Vous avez aussi, pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas mettre trop d'argent là-dedans, certaines parties qui sont en ligne parce que le titre du livre c'est Prospectique, Nouvelle technologie, nouvelle pensée, et donc vous avez un site qui s'appelle Prospectique, TIC, hein, .fin.org, sur lequel vous avez aussi des extraits. Et en particulier, d'ailleurs, la partie sur les deuxièmes modes de pensée dont on a parlé, et une petite partie sur la partie nano, parce que c'est un gros morceau du livre. Et avant de conclure, je voudrais vous rappeler, parce que sinon après je vais peut-être passer à côté, que le prochain rendez-vous avec les forums régionaux du savoir, c'est le jeudi 29 avril autour de la prégnante question. L'âge, c'est ce que c'est dans la tête, point d'interrogation. En ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est pas seulement que là, avec Jacques Eppelbaum. Et puis, je voudrais passer la parole maintenant de nouveau à Nicolas Maillère-Rossignol qui voulait conclure, je crois, ce débat. Donc, je vous en prie. Et après, je vous demanderai d'applaudir très fort notre conférencier, hein, Jean-Michel Cornu. Non, je pense qu'on peut l'applaudir tout de suite, parce que vraiment, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Pour conclure, et je vais être très rapide, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé ça passionnant. Pas simplement parce que c'était une présentation pédagogique et sur un fond scientifique qui est quand même très compliqué, avec plein de domaines et d'applications, mais aussi, et c'est pour ça que ça m'interpelle en tant qu'élu, et je suis très heureux qu'on ait cette conférence au sein d'une enceinte publique et d'une institution publique, d'une collectivité comme la région, parce que vous avez posé, je crois, les bases, même si évidemment beaucoup de questions ne sont pas résolues, du lien qu'il y a entre ces questions-là fondamentales, les applications économiques qu'il y a derrière et les enjeux économiques dont parlait monsieur tout à l'heure qu'il y a derrière, et la responsabilité, on dit du politique, mais finalement c'est la responsabilité de tous les citoyens, que ce soit via leurs représentants, les élus, mais également à l'échelon direct du débat démocratique. Et on a vraiment, j'ai trouvé dans les questions à la fin, entendu les mots-clés qui sont derrière, la question du progrès, la question de l'incertitude scientifique, comment est-ce qu'on agit face à l'incertitude, et ça pose le fameux principe de précaution, est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on n'agit pas, avec quel garde-fou, la question des choix de société, et on retrouve cette question-là, je trouve, un peu partout, de la même manière qu'on choisit, si vous me permettez cette petite digression politique, qu'on choisit ou pas, parce que c'est un choix, de supprimer ou non des postes dans l'éducation nationale, de supprimer ou non des heures d'histoire-géographie au lycée, eh ben, on choisit ou pas de développer telle ou telle application avec les conséquences que ça peut avoir en bien ou en mal. Et j'ai trouvé que vous aviez vraiment posé cette question-là de manière exemplaire. Et puis vous avez aussi posé la question du rapport entre l'homme et la nature. Et puis, finalement, pour le dire avec mes mots de manière très simple, moi j'avais le sentiment en vous écoutant qu'on est passé d'une époque où le pouvoir de l'homme était limité, parce que la technique était limitée, dans une nature qui, elle, était infinie, à une situation actuelle où on a un peu l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous nous avez dit, on a presque tous les pouvoirs techniques, mais quand même, quelqu'un a posé la question de la limitation des ressources, je crois que c'était là-haut, on est quand même face à une nature qui est aujourd'hui limitée avec les ressources naturelles, et donc des choix à faire. Et donc finalement, la question là-dedans, c'est face aux enjeux naturels, face aux enjeux économiques, quelle place et quelle importance pour le débat démocratique et le débat politique. Et c'est là où je voulais en venir. En posant toutes ces questions de manière aussi claire, vous avez finalement réhabilité, et je trouve que c'est important dans la période actuelle, et montré l'importance du débat citoyen et donc finalement de la politique. Parce que qu'est-ce que c'est que la politique si ce n'est le débat citoyen? Donc je voulais vous remercier. Voilà, eh bien, le maniaque grinçant de l'horloge va vous dire que ce forum est terminé. Je vous donne rendez-vous donc jeudi 29 avril à 20h30, même lieu, même punition, avec la question « Le vieillissement, c'est-il dans la tête ou ça l'est-il pas ?» Merci mesdames, merci messieurs, bonne soirée.